So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF, en direct du Pitchac à Belleuil. Yes, fallait juste que je rapproche le micro un peu parce que sinon on n'entendra pas Jess. Ça nous aurait peut-être fait du bien, pas là, mais bon. Fait que aujourd'hui, nouvelle invitée, on reçoit Alexis Goujon, physiothérapeute. Comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Ben oui, ça va bien, merci. Alexis, je pense que tu as un podcast aussi d'ailleurs, justement, là, où est-ce que vous adressez. C'est pas juste des physios que tu reçois, là. Non, c'est ça. Professionnel de la santé ou expert du monde de la santé ou chercheur, professeur, peu importe. Fait que je garde ça large à la santé parce que je veux pas me conscrire au juste le monde de la physio. Tu sais, c'est tellement large ce qui peut affecter les blessures, les douleurs. Ben oui. Fait que ouais, je reçois des professionnels de la santé puis on démystifie plein d'affaires le fun. On essaie de rendre des choses complexes simples pour que les gens aient accès à de l'information le fun puis qu'ils puissent se prendre en charge puis vivre une vie heureuse et en santé. Puis c'est quoi le nom de ton podcast? Ça s'appelle Parle-moi de santé. Parle-moi de santé? Ouais. Puis on peut le retrouver où? On peut retrouver ça à peu près n'importe où qu'on peut retrouver un podcast. Mettons que je me promène dans la rue, je vois ton podcast. Exact. Au coin de la rue ici, je l'ai vu tantôt. Il est là, c'est ça. Non, ben Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube. J'ai une version vidéo aussi. Cool. Fait que ceux qui veulent voir ma belle cuisine. Oui, c'est ça que tu me contais tantôt dans la cuisine. Ouais, puis sinon sur les réseaux sociaux, avec le podcast, je fais un peu de vulgarisation scientifique. Fait que Facebook, Instagram, Twitter. Je me suis pas lancé sur TikTok parce qu'honnêtement, c'est un monde qui me fait peur. Fait que on verra. Écoute, je peux t'en parler, TikTok, si tu veux. On verra avec le temps. Ouais, non, faut que tu sois plus fort mentalement pour aller sur TikTok. Ouais, c'est ça. Moi qui essaye juste de faire une vidéo pour expliquer que manger de la protéine quand t'es en perte de gras, c'est peut-être une bonne idée pour t'aider. Puis il y a un gars qui me commande que comme j'étais un déchet, puis que j'étais un cave, puis que je devrais peut-être juste aller étudier pour aider le monde pour vrai. Là, j'étais comme, OK, ta vie doit être plate en esti. Ben, il faut être prêt à vivre avec les critiques positives et négatives des gens. Là, fait que, en espérant qu'il y ait comme 100 critiques positives pour une critique négative. Ben, ouais, c'est ça exact, quand même. Exact. C'est juste que ceux qui donnent des critiques négatives sont particulièrement désagréables. Bon, regarde, tu les ignores ou t'es bloques rendu là. Ça. Mais ouais, fait que, puis toi, on peut te suivre où, tant qu'à faire sur tes réseaux? Ben, moi, je passe vraiment à travers Parle-moi de santé. Comme mon chapeau sur les réseaux sociaux, c'est Parle-moi de santé. Fait que, tu sais, j'ai pas de page personnelle de physio parce que j'ai juste décidé de faire ça tout au même endroit. C'est plus facile pour moi. Fait que, des fois, les gens, ils disent comme, c'est qui Parle-moi de santé? Mais Parle-moi de santé, c'est Alexis Goujon. C'est moi. Ouais. Cool. Excellent. Puis là, physiothérapeute. Ouais. Ça mange quoi ça en hiver? Parce que je pense qu'il y a bien du monde qui ont entendu des affaires, ils ont peut-être même déjà eu des expériences avec des physios. Fait que comme, c'est quoi? Ouais, fait que la physiothérapie, tu sais, c'est une profession ou c'est un champ d'expertise en médecine. Ben pas en médecine en termes de médecin, là, mais dans les sciences médicales. Fait que les physios, ils graduent de l'université. Fait qu'on étudie, on a une maîtrise. Tous les physiothérapeutes qui graduent depuis, je pense, c'est 2008-2009, ont une maîtrise maintenant. Parce qu'il y a une technique qui se fait en physio, je pense. Ouais, ça s'appelle technique en physiothérapie maintenant. Fait que eux, ils sont techniciens ou technologues en physiothérapie qu'on appelle maintenant. Fait que ça, c'est une formation collégiale de 3 ans. Fait que c'est pas la même chose. Fait que quand t'es physiothérapeute, t'es vraiment été à l'université, t'as fait un bac, t'as fait une maîtrise avec un projet de recherche. Fait que c'est vraiment des études quand même sérieuses maintenant. Ça prend 4 ans, 4 ans et demi. Puis est-ce que le bac, c'est-tu un bac en kin ou c'est un bac en physio? C'est un curriculum continu bac maîtrise en physiothérapie. OK. Fait que tu fais comme... Tu peux faire un bac en physio, mais tu peux pas être physiothérapeute si t'as pas fait le bac, la maîtrise, puis que tu paies ton permis à l'ordre des physiothérapeutes. Parce qu'on a un ordre professionnel. Fait que qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, tu sais, les physios, il y en a n'importe où qu'il y a un médecin dans le monde, au Québec, il y a des physios. Fait que les hôpitaux, les cliniques médicales, les CLSC, même certaines écoles, il y a des physios. Tu sais, il y a des physios dans à peu près n'importe quel monde de la réadaptation. Puis ce que les gens connaissent beaucoup, c'est la réadaptation de blessures. C'est les douleurs. Ça, on appelle ça la physiothérapie musculo-squelettique. Fait que c'est un champ de la physio qui est très comme spécialisé, qui est très spécifique. Je te dirais que c'est peut-être 50% des physios au Québec qui pratiquent dans ce milieu-là parce que c'est beaucoup ça la demande. Mais tu sais, mettons, à l'hôpital, si tu as fait un AVC, une crise cardiaque, tu as été amputé d'une jambe, tu as été grand brûlé, ben tu as une réadaptation à faire de cette maladie-là ou de cette blessure-là. Ben il y a des physios qui font ça. Fait qu'il y a des physios qui sont experts en AVC, en neurologie, en amputé, en grand brûlé. Mais c'est pas du tout mon domaine. Fait que moi, ce que je connais, mon expertise, c'est la physiothérapie musculo-squelettique. Fait que les blessures, les douleurs, les gens qui ont quelque chose qui les empêche de faire quelque chose qu'ils aiment, ils viennent nous voir, on évalue, on pose un diagnostic en physio, on crée un plan de match, puis le but, c'est qu'ils puissent faire ce qu'ils aiment.
Grosso modo, ça ressemble à ça. Toi, est-ce que tu travailles à ton compte? Est-ce que tu travailles pour une clinique de physio? Moi, je travaille dans une bannière de physiothérapie, dans une bannière de cliniques. Fait qu'il y a 5 cliniques, ça s'appelle les cliniques physioactives. Fait que moi, je suis vraiment employé pour la clinique. Je travaille à Laval, là, dans la région de Montréal. OK, cool. Yes. Puis là, ça, je pense que c'en est une question aussi qui revient beaucoup. Puis c'est une question que je me suis fait poser beaucoup. Puis je t'avoue que même moi, je sais pas toujours comment... ou aligner le monde. C'est quoi, tu sais, quand quelqu'un a une blessure, quand quelqu'un a une douleur, un symptôme quelconque, comment on sait, on enligne ça vers qui? Est-ce qu'on enligne vers un physio, vers un ostéo, vers un chiro? Est-ce que des fois les 2 ou les 3 peuvent travailler ensemble? Comment ça fonctionne? Ou même un médecin, des fois les gens se demandent, je dois-tu aller voir mon médecin? Mm-hmm. Le système de santé est fait bizarrement au Québec, tu sais, l'accès, ben oui, surprise, tu sais, l'accès public gratuit est... Bon. Ah, excuse-moi, c'est pas gratuit. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Le seul accès où t'as pas à débourser tout de suite quand tu y vas, tu sais. Fait que l'accès public gratuit, puis entre guillemets accessible, parce que ces temps-ci, on pourrait parler d'accès. Je voulais juste préciser avant que tu te fasses bâcher avec les gens de TikTok. Ouais. Puis le seul accès qu'on a, c'est les médecins. Tu sais. Oui. Puis c'est drôle parce que c'est eux qui sont les payés les plus chers, puis c'est eux qui sont comme peut-être les plus spécialisés qu'on devrait juste voir quand on a vraiment quelque chose de grave. Mais c'est eux auxquels on a accès, les médecins de famille. Fait que, tu sais, ou un urgentologue si tu vas à l'urgence. Fait que tu sais. Il y a beaucoup de gens qui se tournent vers les médecins quand ils ont une blessure, quand ils ont une douleur. En fait, si je peux, je m'excuse, mais moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que les gens se tournent parce que tu n'as pas vraiment le choix. Parce que si tu veux aller voir un spécialiste, faut que tu ailles un papier de ton médecin. Tu peux pas juste faire « Hey, j'ai mal au ventre, je vais aller voir un gastro-entérologue. » Oui, exactement. Mais oui, c'est ça. T'as pas le choix. Exact. Mais mon point, c'est que quand les gens ont un problème de santé, le seul accès gratuit qu'ils ont, gratuit entre guillemets, c'est un médecin. C'est ça. Alors que, mettons qu'on parle de blessure musculo-squelettique, la personne la mieux formée, avec la formation la plus complète pour évaluer puis poser un diagnostic, puis faire la prise en charge, c'est un physiothérapeute. Fait que c'est drôle qu'on n'ait pas d'accès gratuit, en tout cas universel. Tu sais, il y a des projets pilotes au Québec en ce moment où on a des physios qui pratiquent en première ligne à l'urgence, puis c'est eux qui voient les patients qui ont des maux de dos, des maux de joues. Tu sais, il y a des physios dans certaines cliniques médicales. Fait que c'est des choses qui sont en marche, mais pour l'instant, l'accès qu'on a, c'est les médecins. Fait que tout ça pour dire que les gens, ils se tournent vers eux. Mais la personne la mieux formée, probablement pour évaluer puis prendre en charge une blessure ou une douleur, c'est le physiothérapeute. Fait que là, après ça, les gens, ils doivent aller dans le privé, ils doivent payer de leur poche pour y aller. Fait que ça, c'est peut-être un frein qui existe. Puis, à la question, comment on fait pour choisir entre un physio, un ostéo, un chiro? Tu sais, tous les gens dans ce domaine-là, leur but, c'est d'aider le monde. De quelle façon veux-tu souffrir? Fait que, tu sais, ouais, ça, ce serait, mettons, une question. Mais, tu sais, la nuance, c'est que la façon de voir les blessures, donc, dans les différentes professions, va pas être la même façon. OK. Fait qu'exemple, en ostéo versus en chiro versus en physio, le professionnel, comment il conceptualise c'est quoi la douleur, c'est quoi une blessure, puis qu'est-ce qu'on doit faire pour rétablir, va varier entre les professions. OK? Scoop, il y en a des façons de voir qui ne sont pas basées sur la littérature scientifique. Fait qu'il y a des façons de penser que les blessures sont causées qui ne sont pas validées scientifiquement. Par exemple? Par exemple, penser que tu as un courant dans ton corps qui doit être tout le temps parfaitement aligné. Fait que ça, on appelle ça le chi, par exemple en médecine traditionnelle chinoise avec l'acupuncture, puis que cette énergie-là, elle circule selon des méridiens, puis que si ton énergie est déséquilibrée, ça peut causer des maladies, des blessures, des douleurs, puis qu'on doit, avec des aiguilles d'acupuncture, rétablir ces méridiens-là pour rétablir l'autorégulation de la douleur. Mettons, ou l'autorégulation du corps pour rétablir la douleur. Fait que ça, si on regarde la science de l'acupuncture, de la médecine traditionnelle chinoise, c'est ça le principe fondateur. Mais c'est pas validé scientifiquement. Okay? On n'est pas capable de dire que c'est vrai ou à la limite, on a la science pour dire que ça fonctionne pas comme ça. Ceci dit, il y a plein de monde qui vont en acupuncture puis ils ont un soulagement. Puis ça fonctionne, c'est ça. Mais c'est pas parce que tu peux être aidé quelque part ou que tu peux être aidé par une intervention que nécessairement cette intervention-là fonctionne de la façon qu'on dit qu'elle fonctionne. Mais vous voyez la nuance? On peut dire qu'elle ne fonctionne pas. Ben, on peut dire qu'elle ne fonctionne pas. Si on a des études qui ont contrôlé avec un effet placebo pour voir si on est capable de battre l'effet placebo. Fait que si je garde l'exemple de l'acupuncture, les études les plus rigoureuses, fait que les revues systématiques et les méta-analyses, quand on compare un traitement d'acupuncture à un traitement sham, fait qu'un traitement où on a une aiguille qui n'est pas une vraie aiguille d'acupuncture, on n'a pas de différence. Fait que l'acupuncture n'est pas capable de battre le placebo. Mais il y a plein de médicaments qu'on prend qui ne battent pas le placebo. Puis les gens s'améliorent avec ces médicaments-là. Fait que, tu sais, à la limite, c'est-tu dangereux de faire l'acupuncture? Non. Est-ce que c'est
efficace et que ça fonctionne de la façon qu'on prétend que ça fonctionne? Souvent, non. Okay. Mais ça veut pas dire qu'il y a du monde qui sont pas aidés en acupuncture. Fait que ça, c'est un exemple. Fait que si on prend physio, ostéo, chiro, qui est comme souvent les trois qui sont les plus facilement comparables, de l'extérieur, quand tu regardes les trois travailler, ça peut avoir l'air souvent de la même chose en termes de traitement manuel. Tu sais, les techniques de manipulation que les physios, les chiro, les ostéos vont faire, souvent les gens sont comme, je vois pas la différence. Le problème, c'est que en physiothérapie, puis en blessure musculo-squelettique, l'aspect technique manuel devrait être une partie de la prise en charge. Si on se base là-dessus comme entièrement le seul responsable pour régler les blessures et les douleurs, on le sait que ça ne fonctionne pas. Fait que la thérapie manuelle, on pourrait rentrer là-dedans, le massage, les manipulations, les cric, crac, croc, peu importe ce qu'on a, comment on voit ça. On vient de rentrer les Rice Krispies dans la conversation. Et voilà, peu importe, on rentre ça dans la catégorie de thérapie manuelle. Tout ça, c'est une petite partie de ce qu'il faut faire ou de ce qui explique pourquoi quelqu'un peut aller mieux. L'autre partie la plus importante, c'est poser un bon diagnostic, avoir des bons conseils, la bonne éducation sur la blessure, quoi faire, quoi pas faire, un plan de match pour retourner à nos activités, puis des exercices thérapeutiques qui sont spécifiques à la condition puis au patient qui est devant nous. C'est ça le nerf de la guerre en blessure musculo-squelettique. Fait que, en ostéopathie, ils ne sont pas formés pour donner des exercices thérapeutiques. Fait que déjà là, ils ont l'approche manuelle qui peut aider plein de gens. Il y a plein de gens qui sont aidés par l'ostéo. Je ne suis pas en train de contredire ça du tout. Comme il y a plein de gens qui sont aidés par de la relaxation, des huiles essentielles. Tu sais, on s'entend, là, il y a plein d'affaires que les gens essayent pour aller mieux. Mais le discours qui est entouré autour d'une thérapie est peut-être plus important des fois que la thérapie elle-même. Tu comprends? Fait qu'en ostéo, ils ont les traitements manuels, ce qui est correct. Les gens peuvent aller mieux. Mais c'est insuffisant quand on parle de l'ensemble des blessures musculo-squelettiques. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, si on faisait juste tout le temps juste l'ostéo, on ne réglerait pas la majorité des problèmes. Mais il y a plein de gens qui vont aller en ostéo, qui vont être soulagés, puis on est content, on veut que les gens aillent mieux. En chiro, ils ont une formation universitaire versus les ostéos, c'est pas une formation universitaire. C'est des écoles privées. Ouais, c'est ça. Tu peux demain t'ouvrir une clinique d'ostéo puis dire que tu es ostéo. C'est pas un titre réservé au Québec. Okay? Fait que, tu sais, est-ce qu'on peut appeler ça un danger? C'est pas un danger nécessairement, mais on n'a pas d'instance réglementaire qui régit la pratique des ostéopathes au Québec. Versus les physios, les chiro, les acupuncteurs ont un ordre professionnel. Donc, on a des comptes à rendre, il y a du monde qui s'occupe de la protection du public. Fait que, tu sais... Ça m'étonne quand même que ça soit... qu'il y ait ce genre de réglementation-là pour les acupuncteurs, mais pas pour les ostéos. Ben, en fait, c'est que... dans quel sens ça te surprend? Ben, mettons, un ostéo, moi, si je me fie au mien, les manipulations qu'il fait... C'est ça, j'allais dire, vérifier quand même que la personne a fait certaines études parce que les manipulations qu'il fait, ça peut être vraiment dangereux, là. Comme il peut te casser le cou. Je sais pas s'ils peuvent, tu sais, honnêtement, c'est rare. Ben, mettons quelqu'un qui te fait une mauvaise manipulation, tu sais, parce que tu peux ne rien avoir comme diplôme, puis te dire, t'ouvres... Les ramacheurs, là. C'est ça, tu dis, ben, c'est parce que ça peut être vraiment dangereux, là, tu sais, moi, ça m'a pris longtemps avant de faire confiance à mon ostéo, puis encore aujourd'hui, des fois, il est comme, bon, là, Jess... faut que j'aille dans ton cou. Je suis comme, OK, c'est correct. Mais, tu sais, puis ça aide, mais effectivement, comme, pour certaines, mettons, phases que j'ai un petit problème, comme, dû au gym ou whatever, mais c'est pas une thérapie qui, mettons, t'as un problème à l'autre. Tu sais, faut que tu y retournes, mettons. Faut que tu retournes faire un traitement manuel pour chaque fois que t'as quelque chose, mettons. Mais c'est ça, fait que c'est weird que ça soit pas régi par quelque chose, étant donné que c'est quand même des manipulations... relativement importante. C'est ça l'affaire qui est difficile, c'est que vu que la formation des ostéos puis la pratique n'est pas standardisée, réglementée, tu n'as aucune idée sur qui ou sur quoi tu vas tomber. Tu pourrais avoir quelqu'un qui a fait une formation d'1 an ou 2, il a le droit de se dire ostéo. Moi, je sais pas si j'ai le droit de me dire ostéo parce que je suis physio, là, je serais vraiment surpris, je pense pas. Mais n'importe qui peut dire qu'il est ostéo. C'est pas un titre qui est réservé. Fait que t'as pas de pratique illégale de la médecine quand tu es ostéo, à part si tu fais l'erreur ou tu fais la niaiserie de faire un diagnostic médical ou de donner des recommandations comme n'importe qui peut pas faire de la pratique illégale de la médecine. Fait que tu sais, il y a cet enjeu-là. Tu le sais juste pas. Fait que tu sais, on s'entend, il y a des ostéos qui font des études sérieuses, prolongées, puis qui s'intéressent, puis même il y a du monde qui font peut-être des formations pour la prescription d'exercice. C'est juste que si on regarde au niveau standard, ils sont pas formés pour ça, pour faire de la prescription d'exercice. En chiro, il y en a qui donnent des exercices. Je sais pas exactement c'est quoi la formation qu'ils ont en termes de prescription d'exercice, mais quand tu regardes la définition ou comment la profession s'identifie au Québec, soit sur le site de leur ordre ou les sites d'associations
québécoise des chiropraticiens, c'est beaucoup l'accent sur les traitements manuels. Fait qu'ils se décrivent comme une approche manuelle. Puis c'est ça le plus gros problème quand on compare les professions, c'est que si tu te définis comme une approche manuelle uniforme là, pour traiter les blessures, automatiquement, tu mets de côté la majeure partie de ce qu'on sait qu'il faut faire. La partie manuelle, c'est une petite partie. Puis c'est peut-être ça la différence entre des gens qui ont tout le temps besoin d'aller voir leur physio, chiro ou ostéo pour tout le temps avoir des traitements. Dans un certain jargon, les gens vont parler d'entretien, entre guillemets. Mais ça, la raison pour laquelle tu aurais, entre guillemets, besoin de, entre guillemets, d'entretien, c'est parce que ce qu'il faut pour régler le problème, c'est peut-être des exercices puis de l'éducation. Puis ça, cette partie-là, t'en es privé si t'en as pas. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça la nuance, tu sais. Je pense qu'il arrive des fois des cas aussi où, tu sais, comme tu dis, le côté après le traitement en tant que tel va être super important pour le côté prévention puis le côté réadaptation. Mais je pense qu'il y a du monde des fois que... Je vais prendre un exemple bien concret. Ma blonde, elle est hygiéniste dentaire. Elle doit toujours travailler comme penchée par-dessus le monde, légèrement twistée de même. Fait qu'elle a des tensions dans le cou constamment. Fait qu'elle, tu sais, mettons, elle voit une masso une fois par mois, mettons, juste pour comme essayer de comme soulager un peu les tensions. Mais éventuellement, ça finit toujours par revenir parce que ça vient avec sa job. Tu sais, ça comme... Ça, c'est le mythe. Que ça vient avec sa job. Parce que sinon, il faudrait que 100% des hygiénistes aient cette même tension-là. Tu comprends? Mais le point que je donne, c'est qu'elle a peut-être des facteurs prédisposants à avoir plus mal au cou. Parce qu'on connaît c'est quoi les facteurs qui prédisposent à avoir mal au cou. Si tu as un job qui te demande d'avoir tout le temps des positions prolongées, peut-être en fin d'amplitude, par exemple. Je sais pas, moi, si tu as peu de positions où tu peux modifier l'ergonomie, si tu as peu de capacité à changer de posture. Tu sais, eux, on s'entend, là, quand ils sont dans une intervention dans la bouche, ils peuvent pas changer. Là. C'est là on travaille. Tu peux pas faire comme, OK, exact. Là, fait que le premier mythe à défaire, c'est que la profession est la cause des blessures ou de la douleur. Parce que ce qu'elle peut faire, probablement, tu sais, si on prend, mettons, deux choses. Mettons, dans un panier, c'est l'ensemble des facteurs de risque qu'elle a pour développer une douleur. Puis l'autre bord de la balance, ce serait l'ensemble des facteurs protecteurs pour ne pas développer la douleur. C'est quoi des facteurs protecteurs? Habitude de vie, ergonomie au travail, comprendre comment son corps fonctionne pour pouvoir changer la position subtilement, la force musculaire, la stabilité, l'endurance, la mobilité. Ça, c'est tous des facteurs modifiables qui pourraient contrebalancer les facteurs de risque. Puis si on optimise les facteurs protecteurs, c'est assez pour la majorité du temps pour que les gens aient plus leurs symptômes. Fait qu'exemple, si tu vas en masso, puis ça te soulage, c'est parfait. Tu mets un band-aid sur le bobo. Mais peut-être que pour régler le bobo ou pour enlever le stress mécanique excessif, c'est les facteurs protecteurs qu'il faut optimiser. Fait qu'en physio, qu'est-ce qu'on ferait pour ça? Ben, évalue la mobilité, évalue la force, le contrôle, l'endurance des muscles. Est-ce qu'il y a un contrôle musculaire inadéquat? Est-ce qu'il y a une façon de changer les postures? Puis ça, souvent, ça peut être assez pour ne plus rendre le problème symptomatique. Des fois, je compare ça à... Tu sais, mettons, quand tu as une coupure puis tu as une gale, ça va juste saigner quand tu grattes si tu as une gale. Si tu n'as pas de gale, tu peux te gratter puis c'est pas un problème. Non, c'est ça. Ben, sauf moi parce que j'ai une peau de fif. Hein? Sauf moi parce que ma peau est fif. Fait que, tu sais, mettons, elle se gratte sur une gale. Ben, mettons que si elle travaille ses facteurs protecteurs puis qu'elle a plus de gale, elle continue de se gratter, c'est-à-dire elle continue de faire la position d'hygiéniste dentaire, mais c'est peut-être plus assez pour être symptomatique. Fait que ça, c'est la nuance. Les gens, ils disent, à cause de ma job, à cause de mon sport, je suis condamné à avoir mal. Mais il y a peut-être des choses qu'on peut faire pour que ton corps soit encore plus résilient, plus tolérer le stress mécanique. Fait que ça, c'est ma job. C'est ça que je fais au quotidien avec les gens. OK, c'est cool. Fait que j'arrête qu'ils grattent des gales. Ouais, c'est ça. Il y a plein de gales un peu partout qui sont comme... Ouais. Mais ça, c'est cool. Fait que je pense que ça doit être quelque chose qui peut s'adapter à la grande... Parce que j'en ai déjà vu un paquet de monde, là, je pense, dans les dernières années, qui avait des jobs qui les mettaient dans des positions qui étaient plus susceptibles, du moins, là, à développer des douleurs relativement chroniques parce que c'est des positions répétées constamment. Là, fait que je présume que... Mais ça, je pense que c'est... En tout cas, t'es un des premiers physios que j'entends parler de ça à ce niveau-là, le côté comme... Faut qu'on travaille le côté comme mécanisme protecteur pour essayer de renforcer ça. Puis je suis pas mal sûr que ça, c'est quelque chose qui est soit déjà arrivé à du monde ou qui ont entendu des histoires d'eux. J'ai l'impression, puis ça, c'est définitivement pas exclusif aux physios, il y a du monde de même dans toutes les professions, mais j'ai l'impression que des fois, c'est juste, il y a des cas où est-ce que j'ai vu du monde, son humour, sont comme, moi, je suis allé voir un physio, il m'a fait passer, genre, des électrogrammes, puis après ça, ben, comme, ils m'ont renvoyé chez nous. Des électrogrammes? Pas des électrogrammes, mais comme, ils les ont plugués sur des... genre de... Peut-être c'est le bon moment, puis...
OK, mais on refera une parenthèse après sur ce que j'ai dit, les facteurs protecteurs, parce que l'image pour comprendre ça, ce serait de comparer ça à un verre d'eau. Fait qu'on revient au verre d'eau après. OK, verre d'eau. Oublie pas le verre d'eau. Avec Myriam, c'était des bateaux, nous autres, c'est des verres d'eau. Cool. Fait que là, c'est peut-être le bon moment de parler de physio de merde puis de bonne physio. OK, parce que surprise, ça existe. Mais c'est pour ça que je dis, c'est vraiment pas exclusif à la physio, c'est ça, exact. Il y a des bons avocats puis il y a des moins bons avocats. Exact. Il y a des très bons comptables, il y a des moins bons comptables. Je suis sûr que dans le monde du fitness, il y a des coachs qui sont meilleurs puis il y en a qui sont pourris. Moyens. Fait que comment on fait pour savoir si on est bien pris en charge en physiothérapie? Premièrement, là, ce que tu parles, les courants électriques, c'est ce qu'on appelle l'électrothérapie. L'ultrason, le TENS, le courant interférentiel, le champ électromagnétique, c'est des modalités, entre guillemets, de traitement qu'on a utilisées dans le passé, puis les physiothérapeutes ont utilisé ça. C'est une branche qu'on appelle l'électrothérapie. Okay? Fait que le traitement de la douleur par un courant électrique, ça marche pas. Okay. Les études ont démontré dans les dernières années, puis même, ça fait un bout quand même qu'on sait, là, ça a à peine un effet, si ça en a un, sur les douleurs. C'est pas ça qui fait que les gens vont mieux. Fait que, même chose avec la glace puis la chaleur. Ça, c'est exactement là je voulais m'en aller, je suis content. Glace, chaleur, électrothérapie, c'est une perte de temps si on cherche à régler les problèmes pour vrai. Ça me dérange pas si les gens mettent de la chaleur puis de la glace chez eux à court terme parce qu'ils se sentent mieux, sont plus à l'aise de faire leurs mouvements. Comme il n'y a pas de stress avec ça. Mais si ton intervention pour régler le problème, c'est de la glace, de la chaleur, de l'électrothérapie, c'est sûr que si ça fonctionne, c'est placebo. Si ça fonctionne pas, on n'est pas surpris. Donc, les gens qui vont en physio puis qui se font mettre des courants électriques sont clairement pas à la bonne clinique de physio. Okay. C'est des cliniques de physio qui continuent à pratiquer comme on pratiquait dans l'ancien temps. Okay. Moi, j'appelle ça l'ancien temps, même si c'est les années 90-2000. Ouais. Je les ai appris ces techniques-là à l'école, là, OK? Mais nous, on n'en a pas de machine. En tout cas, on a peut-être une dans un tiroir quelque part qui donne la poussière. Fait que ça, ce serait de la physio qui est moins bonne. OK? Un autre exemple de physio qui est moins bonne, c'est un physiothérapeute que 100% du plan de match, c'est juste des traitements manuels. Okay. Fait que la seule chose que tu as reçue, c'est des traitements manuels. Tu n'as pas eu d'explication de ton problème, tu n'as pas eu d'éducation sur quoi faire, quoi modifier, peut-être optimisation de certaines habitudes de vie. Tu n'as pas eu d'exercice thérapeutique pour régler le problème, puis tu as juste des massages ou des manipulations, peu importe comment on veut appeler ça. C'est pas de la physiothérapie optimale. OK? Puis, l'autre exemple, c'est pas un exemple nécessairement de physiothérapie, mais c'est plus comme dans le monde médical, c'est des gens qui vont amener des comportements surprotecteurs chez leurs patients. Fait qu'ils vont dire « Hey, t'as de l'arthrose, faut vraiment pas que tu cours. Attention, c'est dangereux. » Tu sais, ce genre de comportement-là... Qui fait plus peur qu'autre chose. Fait que c'est soit des professionnels de la santé qui ont eux-mêmes des croyances ou des anxiétés personnelles par rapport aux blessures ou aux douleurs, puis ça se reflète chez leurs patients, ou sont juste pas à jour sur la science. Fait que, tu sais, le fameux mythe de l'arthrose, puis l'arthrose du genou puis courir, de penser que si tu cours, tu vas user tes genoux, mais la science, elle démontre que c'est clairement le contraire. Si tu cours, tu as moins d'arthrose quand c'est fait de façon modérée. Fait que ceux qui ont plus d'arthrose au genou, c'est ceux qui ont fait de la course de façon élite internationale toute leur vie. Mais c'est-tu vraiment la course le problème ou c'est le fait qu'ils ont surentraîné, ils ont couru sur des blessures? Tu sais, on le sait pas. C'est ça. Fait que ça, ce serait comme l'aparté que comme ça existe de la physiothérapie qui n'est pas optimale. Puis ça, c'est un exemple de physiothérapie que si tu reçois des courants électriques, là, puis c'est ça ton traitement, pour vrai, va ailleurs. Puis là-dessus, moi, je dis tout le temps aux gens, là, tu sais, si tu avais, mettons, je te le souhaite pas, mais un problème judiciaire, puis tu as besoin de consulter un avocat, tu vas en cours puis tu perds. Tu vas-tu dire, genre, la loi ne fonctionne pas ou la justice ne fonctionne pas? Tu vas dire, mon avocat, soit mon cas était difficile puis il l'a perdu, ou mon avocat il est trop poche. Mais je vais aller voir un autre avocat. Je ne vais pas aller voir un comptable. Mais en physio, là, si tu as eu une expérience de physio qui a, entre guillemets, pas fonctionné ou que ça t'a pas amené à tes objectifs, peut-être que la relation n'était pas la bonne. Peut-être que tu n'as pas trouvé le ou la bonne physio pour toi. Va pas essayer nécessairement un ostéo, un chiro, un acupuncteur. Tu sais, les gens ont tendance à comme magasiner l'ensemble de l'œuvre, alors que souvent, le professionnel le mieux formé, c'est le physio pour évaluer, traiter, prendre en charge ça. Oui, puis dans la même ligne d'idée, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avec... Mettons, ça n'a pas fonctionné avec un physio, fait que tu te dis, je vais aller essayer un ostéo à la place. Ça veut pas dire que ça va fonctionner avec un ostéo non plus. Tu vas peut-être pogner le même cas d'ostéo qui est finalement pas top pour toi. Puis ce qui arrive, c'est ça. Exact. Puis ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que plus les gens vivent, entre guillemets, des échecs, ils vivent des preuves qui peuvent pas aller mieux. C'est ça. Et ça devient un gros défi. Quand on parle de douleur chronique, les croyances associées à nos blessures sont un des plus gros freins à aller mieux. Exemple, moi j'ai de l'arthrose, je peux pas aller mieux. Mon genou a de l'arthrose, je peux pas aller mieux. Ça, c'est un exemple de croyance erronée qui nuit à la capacité d'aller mieux.
Un autre exemple, ce serait, j'ai vu un physio, un chiro et un ostéo. Les 3 n'ont pas réussi à régler mon problème, donc mon problème ne peut pas se guérir. C'est une croyance. C'est pas un fait prouvé hors de tout doute. Non. Mais le fait que les gens vivent plusieurs expériences d'échec, c'est, à mon avis, dans mon expérience pratique personnelle, c'est ce que je vois qui est souvent la première raison pour laquelle les gens disent « je peux pas aller mieux ». Quand je leur demande « pourquoi tu penses que tu peux pas aller mieux ?» Il y a 3 personnes que j'ai déjà vues puis ça n'a pas été mieux. OK, mais si jamais ces personnes-là n'avaient pas pris en charge de la bonne façon, si jamais tu n'avais jamais eu un diagnostic clair, la majorité des gens, là, je les reçois, je leur demande, mettons, on jase, l'historique, ça fait 5 ans qu'ils ont mal au genou. Ils n'ont aucune idée c'est quoi qui cause leur blessure. Ouais. Mais ils ont vu 3-4 personnes. Qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Comment c'est qu'ils n'ont jamais eu de diagnostic, d'explication claire? Ou peut-être qu'ils en ont eu une, mais vu que ça n'a pas aidé, ils se sont dit « ah, c'était sûrement pas ça ». C'est au même titre que les gens dans le fitness qui ont essayé un paquet de diètes puis qui se disent « ah, moi, je peux pas perdre de poids parce que j'ai essayé plein de méthodes puis il n'y en a aucune qui fonctionne » ou qui ont été traumatisés par des coachs qui leur ont donner des plans qui étaient vraiment pas adaptés. Ultra strict, qui font moi je pourrais jamais être en forme de ma vie parce que je suis pas capable de maintenir ça. Fait qu'ils ont été traumatisés par d'anciennes expériences, puis souvent ils vont avoir essayé 2, 3, 4, 5, 12 diètes, 2, 3, 4, 5, 12 coachs différents qui étaient, mettons, plus des influenceurs que des coachs, on va dire, qui ont justement aucune connaissance ou très peu, qui ont pas donné des trucs qui étaient adaptés à leur situation, puis qui vont faire j'ai essayé plein d'affaires ou même j'ai tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, je suis condamné à rester comme ça pour le reste de ma vie. Puis moi, je te dirais que une de mes jobs les plus fréquentes qui revient, c'est prouver à la personne qui est devant moi qu'elle peut aller mieux. Puis, je le sais plus que elle. Elle s'auto-condamne à avoir mal toute sa vie souvent. Puis, tu sais, il y a une chercheure, je pense qu'elle est australienne, Rachel Chester, est très présente dans les douleurs à l'épaule. Mais elle a beaucoup étudié l'aspect psychologique des douleurs à l'épaule. Puis c'est quoi les facteurs qui prédisent quelqu'un qui va aller mieux puis quelqu'un qui va pas aller mieux? Parce que tu sais, il y a plein de gens qui vont en physio, puis là, tu as comme 2 tangentes. Il y en a, ils restent stables toute leur vie, puis il y en a qui vont vraiment mieux. Fait que là, elle a cherché, puis elle a dit, c'est quoi ces facteurs-là? Puis un des plus grands prédicteurs qui ressortait d'aller mieux, c'était l'optimisme que tu vas régler le problème. Donc, si tu rentres en physio avec une douleur à l'épaule, puis tu es capable de dire « je suis confiant qu'avec la physio, je vais aller mieux c'était le meilleur prédicteur. C'était meilleur prédicteur que la sévérité de la blessure. C'est fou quand même, là. Fait que même, peu importe le niveau de douleur, peu importe le niveau d'incapacité, ça, c'était un des meilleurs prédicteurs pour dire « ok, je sais que tu vas aller mieux ». Mais il y a de plus en plus le mindset, sur le fait, c'est ça, que la le psychologie, on appelle ça l'auto-efficacité, la confiance d'être capable d'atteindre des objectifs malgré l'incapacité ou malgré la douleur. C'est immense là, en physio, mais c'est pas tous les physios qui sont formés là-dedans, ou c'est pas tous les physios qui intègrent ça à leur pratique. Tu sais, on deal avec des êtres humains, là. Les êtres humains ont des problèmes de santé mentale, de santé physique. On appelle ça des problèmes de santé. Là. C'est toute la même affaire. C'est ça. Un interfère avec l'autre, puis les deux se nourrissent l'un l'autre. Ouais, puis l'effet placebo est vraiment, vraiment, vraiment très fort là, dans toutes ces affaires-là. Je me souviens, c'était pas par rapport à la physio, mais je vais ramener Layne Norton encore parce que ça a l'air que c'est lui que je ramène tout le temps ces temps-ci. Mais il parlait d'une étude à un moment donné où est-ce qu'il avait pris comme 4 groupes de personnes où il leur... incluant de la créatine. Il avait pris un groupe de personnes où il leur donnait de la créatine et ces gens-là savaient qu'ils prenaient de la créatine. Un groupe de gens à qui il n'en donnait pas, mais il leur disait qu'il en prenait. Un groupe à qui il en donnait, mais il leur disait pas qu'il en prenait. Puis un groupe qui en prenait pas, il leur disait qu'il en prenait pas. Puis ce qu'ils se sont rendus compte avec les résultats, c'est que basically, ça avait aucune différence qu'est-ce qu'ils prenaient ou qu'est-ce qu'ils prenaient pas. Tant qu'il leur disait qu'ils en prenaient, les gens croyaient qu'ils en prenaient puis il y avait des meilleurs résultats. Fait que le monde qui en prenait pas, mais qui se faisait dire qu'il en prenait, avait des meilleurs résultats que le monde qui en prenait, mais qui se faisait dire qu'il en prenait pas. Fait que juste tu vois, ce qui est le mindset est incroyable. Fait que ce qui est intéressant dans une étude comme ça, puis tu sais, on s'entend, je te fais confiance sur les résultats de l'étude parce que je connais pas, fait que, mais il y a des études similaires en physio, fait que là, l'analyse derrière ça, c'est quoi le processus qui fait qu'on prend de la masse quand on prend de la créatine? C'est-tu parce que le fait de prendre quelque chose avec un objectif fait que tu vas être meilleur dans tes workouts? C'est-tu parce que tu vas avoir une meilleure discipline, tu vas avoir une meilleure régularité? On le sait pas. Mais c'est ça qui est intéressant. Fait qu'on est capable d'isoler un élément pour dire c'est pas cet élément tout seul-là qui cause ce qu'on pense que ça amène. C'est ça. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est important de faire attention avec le cause à effet aussi. Ça, avec la douleur, ça doit être quelque chose qui arrive vraiment régulièrement. Mais tu sais, on en avait parlé dans un podcast récemment aussi. Puis je disais, ils ont, mettons pour les édulcorants, ça c'est quelque chose qu'on entend un peu partout en ce moment. Là, ils avaient fait une étude où est-ce qu'ils étudiaient du monde qui buvait exclusivement de l'eau, puis du monde qui intégrait des édulcorants à leur diète. Puis ceux qui
intégraient des édulcorants perdaient plus de poids, il y avait des meilleurs marqueurs de santé à la fin. Pas parce que les édulcorants, c'est plus santé que de l'eau, on s'entend, là. Mais juste parce que ces gens-là devaient avoir une plus grande facilité à adhérer au plan, à avoir des meilleures habitudes de vie en dehors de ça. Fait que ce qui se passe dans ta tête peut tellement influencer ce qui se passe dans ton corps. Là. Je te donne un autre exemple. Avec l'arthrose du genou, les guides de pratique clinique recommandent, comme dans les premières interventions, là, dans les interventions les plus evidence-based, ils recommandent la perte de 10% de la masse corporelle. OK. Puis moi, j'ai un problème avec ça. Parce que si ton objectif mesurable, c'est le chiffre sur la balance, vous avez probablement déjà parlé de nutrition, puis de perte de poids, puis tout ça, je sais que vous avez reçu Myriam Baudry. On sait que c'est bien plus complexe que le chiffre sur la balance. De un, le déterminant de la santé. Puis de deux, on sait qu'on n'a pas tout le temps besoin de perdre du poids réel pour avoir les effets systémiques bénéfiques. Fait que là, moi, ma critique sur les guides de pratique, parce qu'ils disent quand on a une perte de 5 à 10% de la masse corporelle, c'est corrélé avec une amélioration significative des douleurs aux genoux liées à l'arthrose. Parfait, mais est-ce qu'on a juste changé les habitudes de vie de la personne? Est-ce que la personne a passé de être sédentaire à faire de l'activité physique? OK, oui, ça l'a amené une perte de poids. D'accord, neutre, là, ça me dérange pas ni pour ni contre, mais c'est quoi la vraie mesure de résultat? C'est-tu le fait que, mettons, c'est quoi le vrai médiateur du résultat? C'est-tu juste que la personne a des meilleures habitudes de vie et donc tu as un effet systémique? Puis la douleur, c'est ton cerveau qui analyse le signal dans ton corps, c'est lié entre autres à l'inflammation. Fait que t'as-tu moins d'inflammation systémique dans ton corps? T'as-tu juste une meilleure santé métabolique? Puis c'est pour ça que t'as moins mal. Fait que, tu sais, de dire et de recommander il faut perdre du poids pour améliorer les symptômes d'arthrose au genou, pour moi, c'est un non-sens. On pourrait dire qu'est-ce qu'on a fait pour arriver à la perte de poids, dans le sens que c'est peut-être ça les meilleurs médiateurs. On a juste optimisé les habitudes de vie. Mais on sait que comme n'importe quelle douleur chronique, si tu optimises les habitudes de vie, tu vas avoir des effets systémiques. Donc, tu vas avoir une meilleure santé systémique, donc probablement moins de douleur. C'est fou à quel point quand les gens, justement, posent des questions vraiment pointues puis qu'ils s'attendent à comme une réponse vraiment claire, on a tout le temps pas le choix de dire ça dépend. Ça dépend quand même. Tu sais, juste ça, comme c'est tellement une grosse analyse de OK, mais oui, t'as perdu du poids, mais est-ce que c'est ta perte de poids qui a fait que ça va mieux ou est-ce que c'est les habitudes de vie? Puis tu sais, tu peux pas vraiment faire d'études pour isoler ça parce que si tu optimises tes habitudes de vie, t'es bonnes chances que tu perdes du gras. Fait que, ça se peut. Est-ce qu'à la base, c'était ta perte de gras ou est-ce que c'est ton optimisation? Tu sais, tu peux pas faire d'études parce que souvent les gens, mais scientifiquement, mais l'étude, tu peux pas isoler. C'est très difficile. C'est très difficile. Comme tu peux pas isoler si c'était tes habitudes ou si c'était ta perte de gras parce que les deux viennent pas mal ensemble. Exact. Fait que t'as pas de réponse de genre, si tu fais ça, tu vas aller mieux. Puis moi, je dis que on est mieux d'agir ou de recommander sur des choses sur lesquelles on a un contrôle. Voilà. T'as-tu un contrôle sur combien va tomber le chiffre sur la balance? Non. T'as un contrôle sur décider d'intégrer un programme d'exercice. T'as un contrôle sur, peut-être qu'au lieu de manger 5 fois au resto cette semaine, je vais juste y aller une fois, puis le reste, je vais cuisiner en famille. Exact. Ça, t'as un contrôle là-dessus. Mais en physio, là, quelqu'un qui a de l'arthrose au genou, t'imagines, il arrive et il dit « Ah, excusez-moi, monsieur, il faut juste perdre du poids. » C'est vraiment insultant. Ben oui. Non seulement c'est insultant, mais le physio, il fait quoi? Il se déresponsabilise de faire un plan de traitement, un plan de match pour aider ce patient-là. Puis pas juste ça, de dire à quelqu'un, OK, mettons, il faut que tu perdes 10 livres. Techniquement, tu as un contrôle sur le chiffre sur la balance, mais ton contrôle, généralement, les gens vont pas aller vers des méthodes saines. Fait que le physio, c'est ça, exact. Le physio qui dit faut que tu perdes 10 livres, la personne, probablement, ce qu'elle va faire, c'est genre... Diète restrictive. Diète restrictive. Tout le monde perd du poids à court terme. On le sait que c'est facile, là, entre guillemets. Fait que de dire à quelqu'un, pour améliorer ton arthrose, faut que tu perdes 10 livres, puis tu laisses la personne aller à elle-même, clairement, elle va pas améliorer ses habitudes de vie, puis elle risque de reprendre aussi éventuellement, fait que ça sert à rien. Puis je suis content de t'entendre dire ça, parce que moi, ça, c'est quelque chose que je dis à tous mes clients. Je fonctionne avec un système de check-in, comme qui me donne des nouvelles à toutes les semaines. Puis j'ai toujours une section... Ils font juste crier check-in une fois par semaine. Je fais juste recevoir un message vocal une fois par semaine. Mais non, c'est ça. Puis à la fin du check-in, j'ai toujours une petite section comme donne-moi un objectif pour la semaine prochaine. Comme qu'est-ce que tu peux faire cette semaine pour t'aider à te rapprocher de ton objectif. Puis, tu sais, leurs objectifs, c'est souvent je veux prendre la masse musculaire, je veux perdre du gras, je veux ci, je veux ça. Fait que, tu sais, des fois, j'en ai qui me disent comme j'aimerais ça perdre 2 livres. Ou j'aimerais ça, je veux être plus discipliné. Ça veut rien dire. C'est pas assez concret. Puis je dis, t'as aucun. C'est vraiment pas concret. Fait que je suis comme, tu sais, mettons, ton objectif en ce moment, là, c'est de perdre, on dit n'importe quoi, ton objectif, c'est de perdre 20 livres. OK, mais si tu me dis que ton objectif cette semaine, c'est de perdre 2 livres,
ultimement, t'as pas le contrôle là-dessus. Sur quoi t'as le contrôle? OK, ben tu vas boire au moins 3 litres d'eau à tous les jours. OK, ben tu vas aller manger au resto juste une fois. OK, ben tu vas faire... C'est exact. C'est en contrôlant le comment tu vas atteindre tes petits objectifs que tu vas être capable de les atteindre. Là. Ouais, puis moi, je challenge beaucoup tous les professionnels de la santé, puis surtout les physios, de revoir c'est quoi leur définition d'un objectif. En physio, tout le monde va te dire que la première rencontre, on demande aux patients c'est quoi ses objectifs. Tout le monde est content de dire « Hey, on prend le temps de demander les objectifs. » Mais les gens s'arrêtent à des objectifs vraiment poches. Genre, je veux plus avoir mal à l'épaule. Objectif très poche. Non seulement la douleur, c'est une expérience qui est très subjective, c'est très difficilement mesurable. Pour la même douleur à l'épaule, je pourrais te demander aujourd'hui, demain, après-demain de coter sur 10. Puis selon si tu t'es chicané avec ta blonde, si tu as mal dormi, si tu as mal mangé, peu importe, tu pourrais coter ça différent pour la même douleur, la même blessure. Fait que quand je parle d'objectif, moi, c'est vraiment qu'est-ce qui va nourrir une motivation intrinsèque à faire quelque chose. Fait qu'exemple, tu vas avoir mal moins à l'épaule? Parfait. Pourquoi c'est important? Ben parce que ça me fait chier. OK, mais pourquoi ça te fait chier? Je suis pas capable de prendre mon gars. Ah, voilà. Ça, c'est un objectif. Quand tu vas faire tes exercices, là, puis que tu trouves que mes exercices sont plates, tu vas pas penser à avoir moins mal à l'épaule. Tu vas penser à pouvoir prendre ton gars. Ça, c'est une motivation intrinsèque. Ouais. C'est un objectif qui est lié à comme une émotion, qui est lié à une valeur, qui est lié à un sens. Puis quand on connaît la psychologie de la motivation intrinsèque, tu comprends que c'est ça qui nourrit à ce que les gens continuent un processus. Si c'est juste d'avoir moins mal, mais il arrive quoi si demain, tu as une super bonne journée, tu n'as plus mal? On arrête tout? Tu n'as pas atteint tes objectifs. Là. Ton but, c'est d'être capable de prendre ton gars en haut. Fait que ça, c'est pour moi des vrais objectifs, mais les professionnels de la santé sont mal formés ou sont comme malaisés d'aller vraiment pousser le vrai why, là, la vraie raison de consultation. Puis les patients, des fois, ils comprennent pas. C'est comme, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux juste plus avoir mal. Ouais, je comprends. Tu es ici, clairement, tu as mal, tu veux plus avoir mal. Mais qu'est-ce que ça changerait dans ta vie si tu n'as plus mal? C'est ça qu'on veut aller chercher. Puis moi, je le marque là, sur le plan de traitement, la première journée, je leur marque. Ça, c'est la raison pour laquelle on va se voir. Puis quand tu es tanné, puis tu te dis « Hey, ça a l'air tough, c'est difficile de faire mes exercices », tu ressors ça, puis tu te dis « Prendre mon gars dans mes bras ». C'est sûr que ça motive bien plus qu'avoir moins mal. Là. Ouais. C'est plate d'avoir moins mal. Ben, vraiment. Ben, je veux dire, c'est le fun, mais comme ultimement, c'est très facile de se blaser de ça, entre guillemets. Exact. C'est pas assez pour générer une motivation. Exact. Puis selon... Ben, pas selon toi, en fait. Oui, selon toi, mais t'as... Veux-tu y penser? Ouais, c'est ça. mais ça à deux, je reviens. OK. C'est quoi la différence entre une motivation intrinsèque et extrinsèque? Ben là, je référerais les gens à mon épisode 11 sur la psychologie de la motivation. C'est sûr, je m'en vais écouter ça. Parce que j'ai reçu Jacques Forêt, qui est un psychologue organisationnel. Sa job, c'est d'étudier c'est quoi les organisations hiérarchiques dans le travail, etc., qui fait que les gens sont heureux. Puis, comment on fait pour travailler heureux et longtemps toute notre vie. OK. Fait que, tu sais, de ce que j'ai compris, puis de ce que j'ai appris, puis on s'entend à force de faire des formations. Puis j'ai fait beaucoup de formations en psychologie pour être capable d'intervenir avec mes patients mieux. Cool. Pas en psychothérapie, mais pour mieux comprendre c'est quoi la psychologie des patients. Donc, j'ai fait une formation sur comment utiliser la motivation intrinsèque pour optimiser l'adhérence aux exercices. Puis, tu sais, grosso modo, là, la motivation intrinsèque, là, c'est quand tu fais quelque chose pour les bonnes raisons. C'est quoi les bonnes raisons? Ben, ça dépend de nos valeurs. Ça dépend de ce qui génère du sens et du plaisir pour nous. Mais la motivation intrinsèque, c'est quand tu fais quelque chose parce que c'est intérieur de toi. C'est comme, tu le fais parce que c'est un feu intérieur, c'est plus fort que toi, pas pour une récompense externe. Tu comprends? Puis, dans l'épisode, on parle des 3 besoins psychologiques qui motivent ou qui génèrent cette motivation intrinsèque. Fait que c'est le sentiment de compétence, d'autonomie puis d'affiliation sociale. Fait que grosso modo, est-ce que tu te sens compétent à faire quelque chose? Mettons, tu fais un podcast. Qu'est-ce qui va faire que tu vas faire un podcast pendant 5 ans? Est-ce que tu te sens compétent quand tu le fais? Est-ce que tu te sens autonome? As-tu une liberté de choix décisionnelle? Puis est-ce que ça t'amène quelque chose au niveau social? T'sais? On fait des rencontres, vous discutez, vous échangez avec votre communauté. Bien, quand ces besoins-là sont maximisés, puis moi je le vois en physio même, quand on maximise ces besoins-là chez les patients, bien, ça génère une motivation interne à faire quelque chose. Fait que tu le fais pas pour atteindre quelque chose d'extérieur, tu le fais pas pour perdre du poids, pour la reconnaissance externe, pour te valoriser par rapport aux autres. Tu le fais parce que c'est important pour toi. Grosso modo, c'est ça, tu sais. Mais, tu sais, je vous inviterais à parler de ça à un psychologue qui pourrait parler de ça encore mieux que moi. Ça fait partie des projets, on veut rentrer un psychologue sur le podcast, là. Ouais, je vous donnerai des noms après. Oui! Mais pour vrai, l'épisode que j'ai fait, moi, ça a été comme un game changer dans ma pratique parce que si les gens comprennent pas qu'on deal avec des êtres humains puis que tu penses pouvoir faire ta job sans comprendre la psychologie, tu sais, tu vas pas arriver à grand-chose. La majorité des gens ont des problématiques complexes qui sont influencées par leur quotidien, leurs issues, leurs défis personnels. Fait que
sais, des fois, il y a des physios qui disent « Ah, moi, les facteurs psychosociaux, là, j'ai pas ça, moi, avec mes patients avec des douleurs. » Mais tu traites-tu pas des êtres humains? C'est ça, exact. C'est pas des robots que tu traites. Ouais, puis c'est le même principe. C'est quoi est-ce qu'il y a vraiment une affaire de douleur psychologique, de douleur physique? Ça n'existe pas, ce concept-là. C'est un concept qu'on essaie de séparer, mais la science est claire, là. Tu as de la douleur. Puis c'est influencé par des facteurs physiques, psychologiques et sociaux. That's all. Mais l'expérience finale, c'est de la douleur. Fait que même si tu as une douleur psychologique, entre guillemets, ce que tu sens, là, c'est de la douleur. Là. C'est pas différent. Là, c'est ça, peu importe de où ça vient. Puis c'est vraiment intéressant. Moi, comme je le dis tout le temps, depuis que je suis jeune, que je m'intéresse à la psychologie. Fait que j'ai suivi des formations, fait des études là-dedans, je lis beaucoup tout le temps là-dessus. Puis comme tu dis, c'est que c'est un point, même en coaching, qui est vraiment comme culminant dans le sens que tu peux pas faire adhérer quelqu'un à son plan d'entraînement ou à une nouvelle alimentation sans travailler sur son mindset, puis justement, pourquoi ton why est aussi important. Parce il est où? Il est où? C'est quoi? Est-ce que c'est le bon? Exactement. Puis souvent, moi, c'est ça, on fait souvent l'exercice des 5 why que tu creuses exactement comme tu as fait, de comme, OK, tu veux perdre du poids, mais pourquoi tu veux perdre du poids? Ben, parce que je veux me trouver belle quand je me regarde dans un miroir. OK, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça va changer? Dans le fond, c'est quoi que la version de toi, avec ton 20 livres en moins, a de plus que ce que tu as en ce moment? C'est quoi? Puis souvent, c'est parce que je veux justement faire tout ce que je veux réaliser dans ma vie, puis présentement, j'ai pas la confiance. OK, mais ce que tu veux, c'est réaliser tes rêves, c'est pas perdre 20 livres. Exact, c'est avoir plus confiance en toi. Pourquoi tu veux plus confiance en toi? C'est quoi que tu vas accomplir dans ta vie avec cette nouvelle confiance-là? C'est ça qui est important d'aller chercher, puis c'est ça qu'il faut que tu te souviennes quand tu es dans ton processus. C'est ça qui va faire qu'au quotidien, tu vas faire tes exercices de physio. Au quotidien, tu vas aller au gym. Tu vas choisir, mettons, de manger ta source de protéines avec tes légumes et tes glucides over ta grosse pizza dégueulasse. C'est ça qui va te motiver ultimement à passer au travail de ton quotidien puis à aimer ton processus, peu importe ce que c'est. Puis, en même temps, faut qu'il y ait une partie de plaisir qui reste c'est dans ça. Tout. Mais c'est comme tout là, dans la vie, là, c'est la modération. Là. C'est un équilibre. C'est-tu correct de faire du jardinage 8 heures à genoux? Ben oui, c'est correct si ça t'amène du plaisir. Ça se peut-tu que tu aies un peu de sensibilité aux genoux le lendemain? Ben, si t'es pas habitué d'être à genoux puis que t'en fais 8 heures, mais ça se peut, mais c'est pas grave. S'il y a une partie de plaisir qui est importante là-dedans. C'est la même chose, là, tu sais. La pizza, là, tu peux en manger de temps en temps. C'est juste, si on mange de la pizza tous les jours puis que tu cuisines jamais, mais ça se peut que ce soit pas optimal pour ta santé. Mais après ça, c'est quoi ta définition de la santé? C'est-tu ta santé physique qui est, entre guillemets, ou la santé mentale? Et encore là, c'est-tu quelque chose qu'on devrait séparer? C'est juste la santé. Les deux peuvent marcher main dans la main. Là. Exactement. Exact. Puis pour le pousser une coche plus loin aussi, c'est que je pense que d'avoir un why qui est très 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 clair comme ça va t'aider pour ta motivation durant ton processus, mais c'est aussi ce qui va faire en sorte qu'une fois que tu vas atteindre ton objectif, ça va être il va avoir un beaucoup plus gros impact, un beaucoup plus gros sentiment de satisfaction. Parce que si ton objectif c'est de perdre 20 livres, pour perdre 20 livres, mais qu'une fois que tu l'atteins, t'es pas plus heureuse, et là, ça fait mal. Là. Parce que là, ce que tu pensais qui était ton gros objectif, finalement, t'es quand même pas mieux, t'es quand même déçu. T'as manqué le bateau, tandis que si ton objectif, c'était, mettons, tu voulais améliorer ta confiance en soi, parce que c'est ce qui va te permettre de réaliser tes rêves. Les gens veulent se sentir bien. C'est ça, exact. Fait en prenant conscience de ça, tu vas pouvoir cheminer là-dedans aussi beaucoup plus facilement, puis quand tu vas arriver vraiment à ton objectif, ben il y a des grosses chances que finalement ça prenne peut-être un petit peu plus de temps parce que finalement l'objectif il est beaucoup plus deep que juste comme ton perdre 20 livres ou puis les objectifs, moi je suis super insistant là-dessus en douleur chronique surtout. Tu sais, à la limite là, tu viens de te virer la cheville, ça vient d'arriver, t'as une entorse, tu sais, on n'a pas besoin de creuser tous les objectifs. Pourquoi est-ce que tu veux ne plus avoir mal? Ben, parce que ça fait mal. Je comprends, tu veux retourner à ce que tu faisais. Mais tu sais, quelqu'un qui vit de l'incapacité là, genre ta vie a changé depuis que tu as une douleur ou une blessure. Fait que soit au niveau social, il y a des trucs que tu fais plus, soit au niveau loisir, passion. Tu sais, il y a un avant puis un après. C'est sûr que tu as besoin de fixer des bons objectifs. Puis moi, honnêtement, je prendrais une demi-heure avec un patient la première journée pour fixer ces objectifs-là, si c'est ce que je pense qui est nécessaire. Ça va tellement générer le feu intérieur pour poursuivre ensemble qu'on a le temps là, de faire les autres trucs après. Mais il faut commencer ces bonnes bases. Si tu comprends pourquoi tu viens ici, ça va être vraiment facile de venir puis de se motiver à faire les choses comme il faut. Oui, puis surtout que, comme tu dis, je pense que le plus gros de l'intervention que tu vas avoir avec un patient, ça sera pas la manipulation. Exact. Ça va être tout le programme ou le système que tu vas lui programmer pour en dehors de vos séances pour que lui il travaille là-dessus de son bord aussi. Fait que si tu prends plus le temps d'établir concrètement pourquoi tu le fais, après ça, c'est beaucoup plus facile de le convaincre puis de le motiver à dire comme OK, fait vu que ça, c'est ta grosse motivation, voici ce que toi, tu vas devoir faire. La première job, puis probablement l'intervention la plus nécessaire et utile quand tu évalues une blessure puis une douleur, c'est de
réduire les inquiétudes de la personne. Ça, c'est le premier step. Si tu as enlevé les inquiétudes de la personne, il y a déjà souvent 20 à 30% de la douleur qui part. C'est quoi les inquiétudes qui reviennent le plus fréquemment, maintenant? Fait que les inquiétudes les plus fréquentes, c'est est-ce que c'est grave? Est-ce que ça se guérit? Déjà grave, je présume que c'est relatif. Là. 100%, exactement. Fait qu'est-ce que c'est grave? Est-ce que ça se guérit? Je vais-tu être de même toute ma vie? Je vais-tu vivre comme mon père? Je l'ai vu en fauteuil roulant. Ça revient souvent. Ça, c'est une image qui est forte, par exemple. Puis, tu sais, je dis le père en fauteuil roulant, ça pourrait être j'ai vu ma mère avec un mot de dos, puis on rentre dans les croyances. Les gens ils intègrent l'expérience qu'ils ont vue de leurs parents en incapacité pour se dire que ça se peut qu'ils arrivent là. Parce que c'est la seule image peut-être qu'ils ont d'un mal de genou. Attends, mais pas juste ça. Les gens, en général, ont comme croyance que quand tu vieillis, c'est normal que tes capacités physiques se réduisent à un niveau inquiétant. Là. Exact. Fait qu'il y a une certaine vérité dans le sens où on vieillit, la machine n'est plus comme avant, il y a des trucs qu'on fait plus comme avant, puis ça, c'est normal. Mais le mythe qu'en vieillissant, c'est normal d'avoir mal, puis que d'avoir mal, c'est à cause de l'âge, c'est complètement faux. Ah, c'est ça, mais c'est comme le meme de la personne qui arrive chez le docteur, puis que le docteur, il demande sur un niveau de 1 à 10, à quel point est-ce que t'as mal? Puis la personne lui répond, un niveau normal, puis le docteur qui est comme, le niveau normal, c'est 0. Ouais. Exact, mais c'est ça, mais moi, je suis d'accord, puis ça, c'est de l'âgisme pour moi, de dire, mais vous êtes vieux, vous allez toujours avoir un peu de sensibilité au dos. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais non. Les facteurs protecteurs peuvent toujours être optimisés. Peut-être qu'il y a des gens on devient, en vieillissant, il y en a peut-être qui ont cumulé plein de petits bobos, plein de petites affaires. Peut-être qu'on a moins de marge de manœuvre. Peut-être que la fenêtre dans laquelle on est bien est plus tight, mais on est capable d'être dans cette fenêtre-là. Faut juste trouver c'est quoi. On appelle ça le optimal loading. Fait que la charge optimale. Ouais. On veut un nombre de stresseurs mécaniques qui ne surpasse pas ta zone d'adaptation mécanique. C'est le même principe en hypertrophie musculaire. Tu veux, pour créer une adaptation, il faut que tu surcharges, mais pas trop, sinon tu te blesses. C'est le même principe. Ouais. C'est juste que quand on parle de douleur, je fais une loupe avec le verre d'eau. Okay? Oui, c'est vrai, il fallait qu'on ramène le verre d'eau. Habile, tu vois que c'est les stresseurs psychologiques puis physiques puis sociaux, il faut les mettre dans le même verre. Fait que tu sais, la théorie du verre d'eau ou l'image du verre d'eau, c'est que ton verre, c'est ta capacité de ton corps à tolérer les stresseurs physiques, psychologiques, sociaux. Okay? L'eau, c'est la quantité de stresseurs que tu as, physiques, psychologiques, sociaux. Fait que pour une même quantité d'eau dans ton verre, il y a 2 façons d'avoir mal. Ton verre, il déborde parce qu'il y a trop d'eau. Fait que là, ce serait par exemple, tu as fait une nouvelle activité sportive, plus que d'habitude, stresseur physique. Tu as une nouvelle chicane avec ta blonde. Fait que ça, ce serait un stresseur psychologique. Puis, je sais pas, moi, quelque chose de social, tu as de l'insécurité alimentaire. Ou je sais pas, moi, tu as peur de perdre ta job. Ou tu as un conflit avec une relation. Les gyms sont fermés, tu peux pas aller t'entraîner. Voilà, stresseur social. Ça peut faire que ton verre, ton verre, il déborde d'eau. Ben, tu as 2 façons de régler ça. Tu enlèves de l'eau dans ton verre ou tu agrandis ton verre. Pour la même quantité d'eau, tu peux agrandir ton verre. Ben, en physio, on essaie d'agrandir le verre des gens pendant qu'on essaie d'enlever de l'eau. Tu comprends? Fait que c'est ça qu'on fait, grosso modo. Mais ça donne espoir aux gens que s'il y a autant de choses qui influencent la douleur, ben, c'est peut-être parce qu'il y a autant de façons qu'on peut aider ça. C'est ça. C'est peut-être un message d'espoir que, il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler qui pourraient t'aider. Fait que, par où tu veux qu'on commence? Exact. Puis ça, je présume que moi, ça, c'est une affaire que je dis des fois avec des clients. Là, c'est drôle, parce que je me suis fait poser la question la semaine passée, puis on s'entend que c'était pas par rapport à la douleur, mais j'avais quelqu'un qui m'avait posé en question à un moment donné comme quel truc tu donnerais à quelqu'un qui a vraiment une grosse peur de manger des carbs, mettons. Ouais. Puis j'avais dit, c'est plate, ça va sonner cru, mais c'est vraiment pas méchant, c'est vraiment sincère, tu devrais aller chercher de l'aide psychologique. Comme parce que tu as un blocage à quelque part que je pourrais te montrer toute la littérature au monde qui te prouve que c'est correct, tu aurais quand même un blocage qui t'empêcherait de le faire. Fait que je présume que niveau de douleur, ça c'est quelque chose que vous deviez recommander un peu aussi, comme ok, mais t'as un blocage ou t'as un stresseur psychologique à ce niveau-là, t'aurais peut-être besoin d'aller chercher de l'aide là vraiment plus spécifique pour ça aussi. Là. Fait que les deux, il y a comme 2 trucs qu'il faut séparer là-dedans. T'as quand quelqu'un a un problème de santé mentale, fait qu'on est dans la psychopathologie, vraiment les diagnostics du DSM, puis qu'on voit que cette psychopathologie qui n'est pas sous contrôle nous empêche d'atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés en physio. Fait que, exemple, il y a certains troubles de personnalité que quand c'est pas contrôlé,
ils peuvent avoir beaucoup de difficultés avec, je sais pas moi, l'adhérence à un plan de match, les relations de confiance, fait qu'ils pourraient ne pas me faire confiance. Ils peuvent aller dans les excès vraiment facilement. Ou, mettons, des gens qui ont une tendance dépressive ou une tendance anxieuse, mais on sait qu'on a des facteurs pour les contrôler. Mais on veut que ce soit sous contrôle, comme n'importe quelle condition médicale. Fait que si je vois que c'est comme hors de contrôle, on est comme dans une détresse psychologique, là, je me dis, bon, ça prend vraiment une prise en charge en psychothérapie. Le problème, c'est l'accès. C'est un autre débat. L'autre affaire, c'est quand les facteurs psychologiques qui sont déclenchés sont vraiment liés à la blessure. Genre, oui, t'es full anxieuse, mais c'est à cause que t'as peur de ta douleur. Ouais. Mais là, c'est pas le psychologue la meilleure personne qui est placée, c'est le physio. Ouais. Un physio, je te dirais qu'il a une bonne capacité, qu'il a une bonne connaissance en psychologie de la blessure, de la douleur, puis qu'il a vraiment une bonne globalité du pain science, là, parce que de un, si je t'explique qu'est-ce que tu vas être rassuré. Si je t'explique quoi faire, quoi pas faire, je te redonne du contrôle. Contrôle, on aime ça diminue l'anxiété. Oh que oui. Fait que, c'est l'inconnu qui fait peur. Exact. Souvent. Fait que les gens, quand ils ont peur de leur blessure, c'est soit parce qu'ils savent pas c'est quoi, ils l'ont pas accepté, ou ils ont peur du outcome. Fait qu'ils ont peur du pronostic. Genre, OK, je sais c'est quoi, mais ça se guérit pas. Tu comprends? Ou ils ont peur aussi... Je parle pour moi, quand je m'étais débarqué un épaule puis un genou, je sais pas trop comment c'est arrivé. Ouais, l'imprévisible. Je sais pas qu'est-ce que je vais... Mettons, vu que... Parce que moi, c'est arrivé, je me suis tournée, mon sac a accroché dans une table, ça a déboîté mon épaule, puis en me tournant de même, mon genou a déboîté. La morale de cette histoire, ne vous tournez plus jamais. C'est ça. Fait que, tu sais, c'était pas comme j'ai fait un sport. Fait que je suis comme, ben là, j'ai juste vécu ma vie, puis tout... Fait que comme... Si j'essaie de faire quelque chose de plus extrême, c'est sûr que je vais me débarquer. Fait que j'avais arrêté justement de faire de la danse, ça fait le même. Puis avant ça, je me l'étais débarqué en dansant. Fait que j'avais peur de, ben là, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait précisément qui a fait en sorte que... Fait que des fois aussi, c'est le fait de pas savoir, OK, mais quel mouvement je vais faire qui va faire en sorte que ça va revenir. Ouais. Fait qu'il y a deux choses super cool là-dedans. Un, quand on a une blessure, on a une cicatrice physique et psychologique d'une blessure. Puis si on ne traite pas la cicatrice psychologique, on est plus à risque de se reblesser. Et on développe des comportements d'évitement. Je présume qu'on est moins... C'est moins facile de régler la cicatrice physique si on règle pas la cicatrice psychologique. Les facteurs psychosociaux, fait que la peur, la phobie extrême, l'évitement, l'appréhension, la catastrophisation, c'est les plus gros facteurs pronostiques négatifs. C'est-à-dire, c'est la meilleure façon de prédire que quelqu'un va pas régler son problème. Okay? Fait que la première chose à faire quand il y a un aspect crainte et évitement par rapport à une blessure, c'est d'adresser ça. Mais de un, il faut comme adresser l'aspect physique parce que peut-être si on règle bien la blessure, l'aspect de crainte et d'évitement disparaît. Mais par exemple, une luxation d'épaule, là, c'est pas une petite blessure. Là. C'est quand même quelque chose qui amène de la douleur, de l'incapacité puis de la rehab pendant un bout. Fait que ça fait une plus grosse cicatrice psychologique souvent que genre une entorse au coude. Okay? Fait que, mais la cicatrice psychologique, il faut la travailler. Puis c'est en physio qu'on travaille ça. Une entorse au coude? Ouais. Ouais, ben, tu peux avoir un étirement du coude. Un étirement d'un ligament. Fait que grosso modo, comment on traite la kinésiophobie, qui est la peur du mouvement? Ben, comment on traite les phobies en général? Exposition graduelle. Tu sais, la thérapie cognitivo-comportementale, en psychologie, il y a une partie qui a de ça. C'est de faire le lien entre les croyances du patient puis les comportements pour pouvoir modifier le comportement puis éventuellement modifier les croyances. Puis il y a une interaction entre ça. Mais en physio, je fais pas de la psychothérapie. Mais si tu as peur de te pencher en avant parce que tu as peur que ton dos il casse, je vais faire une intervention entre guillemets psychologique pour régler un problème physique. Mais c'est un physio qui est bien placé pour savoir ça parce que tu es capable d'analyser le mouvement, tu es capable de comprendre pourquoi la personne a peur, puis tu es capable de donner des outils. Fait qu'on appelle ça graded exposure, exposition graduelle. Mais il faut vraiment ramener aux gens cette confiance à faire les mouvements qui les ont blessés. Puis l'évitement, à court terme, ça marche pour diminuer l'anxiété, mais ça va toujours être corrélé avec une augmentation d'anxiété sur le long terme. Tu sais, la science est claire là-dessus. Là. La courbe d'anxiété-évitement, c'est la même chose. Fait que si tu as peur des présentations orales, plus tu évites les présentations orales, plus la prochaine va être anxiogène. Mais si tu as peur des araignées, tu commences pas à désensibiliser en tenant une araignée dans tes mains. Fait que tu vas commencer par la regarder l'autre bord d'une vitre. Fait que si tu as peur de pencher en avant à cause de ton dos, mais on va pas commencer à faire un deadlift. Tu comprends? On va commencer par, peut-être penche-toi un peu plus avec les genoux, un peu plus avec les hanches, puis après ça, OK, un petit peu plus de dos rond, puis tranquillement, on reprend la confiance de faire son mouvement. Ouais, moi, ça, c'est une affaire que j'ai dit plusieurs fois, là, mais quand j'étais... ça fait peut-être 5-6 ans, là, je m'étais fait une entorse lombaire à un moment donné en faisant un deadlift. Puis c'est en faisant du deadlift que j'ai finalement comme
complètement enlever mes symptômes de douleur. Fait que comme, tu sais, je voulais pas, parce que je savais que c'était pas le deadlift en tant que tel qui avait fait en sorte que, tu sais, c'est pas un mauvais exercice. Exact, c'est ça. Je sais pertinemment que c'est pas je vais faire du deadlift, je vais automatiquement me blesser. Mais j'ai voulu, on s'entend, je m'étais donné une petite période de comme, on va diminuer les symptômes un peu, là, mais comme, graduellement après ça, je m'étais vraiment fait un point d'honneur de comme, je veux retravailler mon deadlift parce que je sais que c'est pas ça le problème, je veux juste apprendre à mieux le faire pour plus que ça réarrive. Tu sais, c'est quoi l'exemple que je donne à mes patients, puis ils rient tout le temps? Mettons, ils disent le deadlift m'a blessé, là, j'en ferai plus. Ou c'est à cause du deadlift. Ou ils continuent d'éviter le deadlift, puis ça fait 6 mois qu'ils sont blessés. Ouais. Je leur dis, tu sais, la première fois que tu as essayé de marcher, là, peut-être que tu t'en rappelles pas. Imagine si la première fois que tu étais tombé, tu t'étais dit, hey, la marche, ça sera pas pour moi. C'est ça. Crème, la vie serait longue, hein? Ben, tu tombes, tu réessayes, Ben, exposition graduelle. Tu sais. S'il y a quelque chose qui arrive puis ça marche pas, ben c'est la preuve qu'il faut que tu réessayes plus tard. Peut-être on change temporairement, on va peut-être modifier. Tu sais, tu parles d'un deadlift, là, quelqu'un qui se blesse au deadlift au gym, ben temporairement, peut-être que tu réduis vraiment les charges. Peut-être même tu arrêtes ton deadlift une semaine. Ouais. Tu réduis tes charges. Peut-être que là, tu vas chercher dans la mécanique de ton deadlift comment le faire avec moins de douleur. Puis ça va être variable selon chaque personne. Ouais. La mécanique est tellement imprévisible sur qu'est-ce qui amène quelqu'un à avoir mal que un deadlift, entre guillemets, parfait, théorique, pourrait donner de la douleur à quelqu'un. Puis un deadlift que t'es comme, mon Dieu, il arrondit donc bien son dos, ben peut-être que pour lui, il est correct. C'est plus efficace comme ça, c'est ça. Fait que tu vas modifier les choses jusqu'à temps qu'il soit correct. Puis tu sais, on sait, les blessures, là, normalement, l'aspect physique à la blessure, ça dure comme 6, 8, 12 semaines. C'est comme le temps que le tissu guérit. Ouais. Après ça, là, quand il reste de la douleur, c'est plus de la sensibilité du système nerveux. C'est pas la blessure en tant que telle. Puis comment tu fais pour désensibiliser un système nerveux? Ben, tu réhabitues tranquillement à faire la chose qui était problématique. Ouais. Mais le problème, c'est que nos types de personnalité puis nos prédispositions psychologiques vont déterminer si on a naturellement des bons comportements face à la douleur ou naturellement des mauvais comportements. Fait que tu sais, je parlais de peur et d'évitement. Mauvais! Ben, quelqu'un qui se blesse au deadlift, là, un bon comportement, ce serait de dire, 2-3 jours, je vais pas faire de deadlift, puis après ça, je vais me réessayer progressivement ou quand je me sens mieux. Un mauvais comportement, ce serait, le deadlift, c'est dangereux. C'est fini. Le deadlift, ça blesse. Le deadlift, faut pas en faire, puis j'en fais plus depuis 2 ans. Méchant deadlift. Tu comprends? Fait qu'on appellerait ça une catastrophisation ou une surprotection, tu sais, des comportements de peur et d'évitement. Ouais. Mais ça, quand les gens ont ça, faut qu'ils voient des physios. Parce que les physios sont formés pour intervenir sur ces facteurs-là psychosociaux. On va dire, les physios qui font de la... les physios qui sont vraiment bons, là, puis qui se tiennent à jour, ont un intérêt d'être formés là-dedans. Parce qu'il y en a qui sont juste pas formés. Je sais pas si c'est un manque d'intérêt ou c'est vraiment tough, là, d'y avec l'aspect psychologique des blessures. Fait que peut-être qu'ils se disent, regarde, moi, je vais juste traiter l'aspect physique, peu importe, là. Puis c'est tous les professionnels de la santé, c'est un défi, là, l'aspect santé mentale à tout le reste de notre santé. Ben oui. Fait que tout ça pour dire que il faut être pris en charge. Puis si notre physio n'est pas capable de nous rassurer, je dis physio, là, mais remplacez ça par n'importe qui vous prend en charge. Là. S'il n'est pas capable de répondre à vos appréhensions, vos craintes, vos inquiétudes, trouvez quelqu'un qui va le faire. Ouais, puis c'est que je pense que, puis c'est pas mal ça qu'on dit depuis tantôt, mais c'est que je pense que, tu sais, il y a toujours un facteur, il y a évidemment toujours un facteur physique, mais un facteur psychologique aussi, juste à des niveaux différents, mais le facteur psychologique est toujours là, juste à certains degrés. T'auras pas le choix de l'adresser. Peut-être pas que t'auras peut-être pas besoin de mettre une super grosse emphase dessus, parce que c'est peut-être quelqu'un qui va être super réceptif, mais il y en a quand même au moins une petite partie. Là. C'est ça, t'as pas besoin d'une thérapie psychothérapie. Une psychothérapie avec tous tes clients, là, c'est juste faut que tu sois conscient que ça reste un aspect avec lequel il faut que tu travailles. Dans ma pratique à moi, j'appelle ça sous-classifier mon patient. Fait que mon patient, je le sous-classifie dans différents vecteurs. Fait que tu as le vecteur santé physique. Genre, il ressemble à quoi au niveau médical? Y a-tu diabète, hypertension, problème de thyroïde? Est-ce qu'il est sédentaire? Est-ce qu'il fait du sport? Fait que je le sous-classifie en termes de comme santé globale. Je le sous-classifie en termes de c'est quoi le type de mécanique de blessure? C'est une douleur qui est mécanique, qui est pas mécanique? C'est une douleur neuropathique? Une douleur qui vient plus des muscles finalement ou plus des nerfs? Fait que je sous-classifie ça, puis je sous-classifie parce qu'il y a des facteurs psychosociaux importants. Si là, le vecteur psychosocial est dans le tapis, la sous-classification principale, c'est celle-là. C'est elle sur laquelle je dois intervenir pour avoir le plus grand effet sur la douleur. Là. Sur la douleur, tu sais, les gens sont comme « Ouais, mais il faut que tu traites mon dos. » Ça dépend. Ça dépend. On veut traiter la douleur au dos. Mais imagine que ta phobie ou ta croyance, c'est ça qui drive le plus ta douleur. Ben, peut-être que si on change ça, déjà, t'es mieux. Ouais, puis comme on avait dit tantôt, c'est peut-être aussi ta phobie par rapport à ça qui va faire en sorte que même si je te traite manuellement,
tu seras pas capable de réintégrer, mettons, les mouvements qui t'ont amené à ta douleur. Fait que tu vas quand même avoir une anxiété tout le temps. Fait que ton problème va quand même être récurrent parce que tu vas continuer de faire de l'évitement même si je te traite. Puis peut-être que même, tu sais, je connais pas les exercices de physio que vous donnez, mais que le rehab que je vais te donner, tu seras pas capable de le faire tellement tes croyances sont limitantes vis-à-vis je vais sûrement me blesser. Si mon physio est pas à côté de moi en train de faire le mouvement avec moi puis me tenir, là, ben je peux pas le faire par moi-même parce que d'un coup que... Fait que ça peut être aussi puissant que ça. Puis parlant de ça, on a parlé un peu de blessures au gym. Est-ce que le processus est le même pour les gens qui se blessent au gym? On fait quoi quand on a une blessure? C'est là que je voulais m'en aller parce qu'on en avait parlé un peu avant de commencer le podcast. Là, comme une fois qu'il y a une blessure, c'est sûr que c'est un cas, ça dépend, mais comme peut-être élaborer un petit peu plus sur qu'est-ce qui va influencer, mais est-ce qu'on s'en va plus vers, est-ce qu'on arrête complètement de s'entraîner, est-ce qu'on continue de s'entraîner mais on intègre la physio, est-ce que comment ça fonctionne? Très bonne question. Puis on peut même nuancer la différence entre blessure et douleur. On s'entend, là, c'est pas toujours la même chose. Il y a des gens qui sont blessés sans douleur, il y a des gens qui sont blessés avec douleur, puis tu as le contraire. Tu as du monde qui ont pas eu de blessure, mais ils ont une douleur qui est apparue progressivement. Fait que tu sais, si tu vas au gym ou n'importe quel sport, tu t'entraînes parce que tu aimes ça, puis tu as un épisode de douleur. Ce qui est difficile, c'est de savoir, est-ce que je continue là-dessus? Est-ce que j'arrête? T'sais? Fait que la réponse simple, ce serait... va te faire évaluer pour voir à quel point c'est grave. Puis, si tu as juste de la douleur, mettons tu as eu un événement clair, traumatique, genre, je sais pas moi, tu as fait ton deadlift puis tu t'es barré le dos. Ben là, on pourrait dire que tu as une blessure. Il y a un événement clair qui est arrivé, A est arrivé, puis là, B, c'est j'ai mal, je suis limité. Bon, mais là, tu es blessé. Ben, on devrait faire ce qu'on fait pour n'importe quelle nouvelle apparition de blessure. Fait que, mettons qu'on parle, ça c'est un événement clair, on pourrait appeler ça une douleur traumatique. Les 2-3 premiers jours, là, fais juste arrêter temporairement de faire ce qui fait mal. Tout ce qui fait pas mal, tu le continues. Les gens, ils ont tendance à surprotéger. Fait qu'exemple, je me suis barré le dos, faut plus que je bouge du tout. Non. Teste les mouvements qui continuent d'aller bien. Ça, tu les continues parce qu'on sait que de garder actif le plus longtemps possible, on sait que le plus tôt on reste actif, ou en fait, le plus tôt on reprend les mouvements, le mieux c'est. Ça, je présume que de tout arrêter, ça doit même limite empirer. Ça nuit. Ça, c'est clair. Okay? Fait que le repos excessif nuit clairement. Puis tu sais, t'as déjà été raqué d'un gros workout. Qu'est-ce qui arrive si tu fais genre 3 heures de char, tu sors du char, puis t'es comme, mon Dieu, j'ai l'air d'un vieillard de 70 ans. Fait que tu sais, l'immobilité, le corps aime pas ça beaucoup. Donc, règle numéro 1, t'es blessé pour 2-3 jours, tranquille. Tu fais tout ce qui fait pas mal, tu continues. Tout ce qui fait mal, tu le modifies ou tu le mets de côté temporairement. Puis à partir du jour 3, là, en général, la douleur liée à l'inflammation est partie. OK? Fait qu'on devrait plus avoir de douleur au repos. Tu sais, t'es couché, normalement, t'as plus mal. T'as encore mal dans certains mouvements. Mais tu sais, la douleur inflammatoire qui est constante, là, que tu sens comme dans ton genou, comme élancé, là, ça, en général, ça part en 2-3 jours. Dans la mesure où tu as fait les bonnes choses. Puis après le troisième jour, troisième jour, ben, tu reprends les choses progressivement. Tu sais, si tu étais sur une île déserte puis tu te fais une entorse de cheville, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'es pas capable de marcher pendant une journée ou deux. Après ça, tu vas avoir envie. Tu as besoin de te déplacer un peu, tu as besoin d'aller chercher de la bouffe un peu. Tu vas commencer à marcher, ça fait mal, tu vas boiter un peu. Mais comme naturellement, tu vas réintégrer tes mouvements. Ben là, c'est le même principe. C'est juste qu'on n'est pas sur une île déserte. On a des tables à massage, on a des sofas, on a des divans, des couvertures. Fait que là, tout le monde est comme surprotégé par ça. Puis ça, c'est une autre affaire aussi qui est bien importante, je pense, de réintégrer graduellement. Si t'es blessé en faisant un PR au deadlift, retourne pas à ton PR 3 jours après. Exactement. Puis si tu t'es blessé et tu étais rendu à 15 km dans ta progression de course pour ton marathon, ben ça se peut que tu recommences avec de la marche-course un peu et que tu reprogresses ça. Les gens ils disent « Ah, j'ai réessayé la course, ça fait mal. » Ben oui, mais tu as réessayé 15 km. Si tu étais blessé pour faire un 15 km, commence donc avec 5 ou même de la marche-course. C'est ça. Puis il y a bien plus de bénéfices à vraiment continuer l'activité, mais la fractionner puis de la réduire, que de tout arrêter puis d'attendre d'être prêt pour faire ton 15 km à nouveau. Ou d'attendre d'être parfait pour faire ton PR. Il n'y a personne qui fait un PR quand ça fait 3 semaines que tu n'as pas fait de deadlift. Il faut que tu sois dedans. Fait que ça, c'est les deux principes généraux. Puis honnêtement, là, quand ça fait plus de 4 semaines puis que c'est pas vraiment mieux, les gens devraient consulter. Moi, je dis aux gens, consultez rapidement, surtout si vous avez une tendance à plus être inquiet que les autres, ou vous avez une tendance à pas faire les bonnes choses, ou vous êtes juste pas sûr quoi faire. Allez consulter un physio. Mais dans tous les cas, que tu as décidé de consulter ou non, quand ça fait 4 semaines et tu n'as pas d'amélioration après une nouvelle blessure, là, tu n'as comme pas le choix. Il faut que tu ailles consulter un physio pour vraiment évaluer. Peut-être qu'il y a un aspect mécanique qu'il faut optimiser pour que ça puisse bien guérir. Peut-être qu'il y a des exercices thérapeutiques qu'on a besoin pour guérir ça. Puis,
Là où je dis aux gens d'aller tout de suite, c'est quand ils ont une récidive. Fait que tu as déjà eu une blessure, ça l'a bien guéri. Tu as la même blessure, attends pas 4 semaines. Vas-y tout de suite. Okay? Pour tout de suite faire les bonnes choses. Ça va être moins long. Okay. Ça va vraiment être moins long. Puis les gens, ils ont vraiment tendance à se freiner pendant des semaines et des semaines et des semaines. Ils sont comme ça fait 4 mois j'ai une entorse de cheville, je cours plus depuis 4 mois. Quoi? C'est fou, là. Si j'avais vu cette personne-là à la 2e journée de son entorse, là, ce serait complètement différent. Déjà, Elle courrait après 3, 4, 5, 6 semaines, graduellement. T'sais. Puis plus on est vite, plus l'anxiété augmente. Exact. Puis là, tu rentres dans un cercle vicieux vraiment difficile. Ouais. Que tu cours plus jamais de ta vie. C'est ça. Puis des fois, ça arrive ça. Des fois, c'est ça qui arrive. Mais plus par peur, que par douleur. Ouais. Puis, y a-tu une différence? Ben, c'est sûr qu'il y a une différence, là, mais comme ça serait quoi peut-être l'instant où est-ce que tu prescrirais peut-être un petit peu plus comme juste de continuer à s'entraîner, mais juste de modifier peut-être ses entraînements, ou peut-être plus des exercices comme de rehab ou de renforcement? Ouais. Fait que pour moi, les deux devraient marcher main dans la main. Okay? Fait que pour une blessure ou une douleur, on devrait toujours évaluer c'est quoi les sports puis les prérequis physiques que cette personne-là fait, sport, activité. On modifie ça pour que ce soit continué en parallèle. À part une fracture de stress, OK? C'est à peu près la seule chose que j'arrête un coureur. Une fracture de stress? Oui, une fracture de stress. Tu peux avoir une fracture à un os sans trauma franc si tu as des micro-traumas répétés. OK. Fait que mettons quelqu'un qui court beaucoup, puis qu'en plus, il est en déficit énergétique. Fait que on pourrait rentrer là-dedans. Il y a comme la triade du sportif. Là, fait que je pense que c'est les jeunes femmes, surtout adolescentes, cession des menstruations, troubles alimentaires, puis... Il y a une autre affaire, faible déficit ou déficience énergétique. Bref, il y a des facteurs de risque pour développer des fractures de stress. Puis il y a certaines fractures de stress que tu n'as pas le choix d'arrêter de courir. Fracture de stress, tu sais, quand tu es tellement stressé que tu te fractures c'est pas un stress, c'est vraiment, on pourrait appeler ça une fracture de fatigue. Ouais. OK. Fait que tout ça pour dire moi, que... j'avais l'image de genre moi qui est trop stressé. J'ai un os qui va péter à un moment donné. Non, mais mettons, tu sais... Ça s'en vient, là. Puis, tu sais, mettons... avec l'ostéoporose qui ont vieilli, puis c'est surtout plus les femmes que les hommes ostéoporotiques, mais tu sais, il y a des gens qui peuvent avoir des fractures de vertèbres avec des mouvements plus bénins. Okay? Mais bref, personne s'affole, il y a personne qui va avoir une fracture aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que... Je me lève. C'est très rare que je dis à quelqu'un, tu dois arrêter. Puis honnêtement, moi, je suis vraiment sceptique des professionnels de la santé qui disent, tu dois arrêter. Pour moi, il faut vraiment que tu me prouves que de continuer va nuire. C'est tellement rare que de continuer, le sport va nuire. Faut juste adapter. Adapter, c'est ça. Fait qu'on adapte. On adapte quoi? Ben, je sais pas moi. La charge, la fréquence, le nombre de répétitions, la façon qu'on fait le mouvement, le timing dans la journée. Peut-être qu'on a besoin de plus de warm-up que d'habitude. On fait une adaptation quelconque. Puis ça, il faut en discuter avec le physio. Puis en parallèle, on fait des exercices thérapeutiques. Fait que c'est quoi des exercices thérapeutiques? Ben, ça dépend de l'évaluation biomécanique que tu fais. Fait qu'on peut avoir des déficits en termes de contrôle d'un mouvement, on peut avoir des déficits de force, des déficits d'endurance, des déficits de mobilité, puis on veut régler ces déficits-là pour amener la personne à faire son mouvement. Fait que c'est une analyse qui est fonctionnelle. T'sais. Si tu as mal au squat, ben, je vais évaluer c'est quoi les prérequis qu'on a besoin pour faire un squat sans douleur. Puis après ça, ben, on peut intervenir avec des exercices sur OK, ben, contrôle telle affaire ou active un peu mieux tel muscle temporairement, puis ça va faciliter ton retour au squat. Fait que là, c'est très. Je donne les grandes lignes, là. C'est vraiment individualisé. Puis ça dépend de chaque problème, puis ça dépend de notre sous-classification. Quelqu'un qui a plein de comorbidités, genre sédentarité, diabète, hypertension, puis qui a des enjeux de santé mentale, full inquiète par rapport à sa douleur. Ça se peut que mon petit exercice de contrôle ton squat parfaitement, là, ça se peut que ce soit absolument non pertinent. Peut-être que cette personne-là a juste besoin d'exercices généraux pour se remettre en forme. Ça se peut. Mais les exercices généraux, c'est largement insuffisant pour bien des gens pour aller mieux aussi. Fait qu'il y a ça aussi. Non, vas-y. J'ai une question, étant donné qu'on a un physio, qui me revient, parce que maintenant, on avait parlé des booty bends, puis que l'origine des booty bends, c'était probablement... C'est vrai, c'est Frank qui avait parlé de ça. Oui, je sais pas si vous avez encore... vous utilisez encore ça, mais comme un long bend, là, pour faire des... Mais autour des genoux. Mais à quoi ça sert, ça, pour faire de la job de physio? Distraire le patient pendant qu'il va mieux. non, c'est une joke. Moi, j'espère que tu sais que ça, c'est le trailer de l'épisode. À quoi ça sert? Ben, honnêtement, ça peut avoir une utilité, là. Tu sais, fais un squat. Mettons que tu as mal puis qu'avec l'élastique, tu as moins mal. Ben, on vient de trouver une facilitation pour changer le mouvement puis que tu as moins mal. Parfait. Peut-être que ça... C'est quoi le mécanisme concret?
Hey, ça dépend. Ça dépend. Ça peut être que tu actives certains muscles, peut-être que tu inhibes d'autres muscles, peut-être que tu viens de faire quelque chose, donc la personne s'attend à aller mieux. Des fois, parenthèse, je fais des jokes avec mes patients, je suis comme, c'est-tu mieux de même ou de même? Elle dit comme ça, puis de même, non, ça c'est moins bon, mais je refais la même affaire. Ouais, c'est ça. C'est comme, bon, ok, on sait que des fois, il y a des choses qu'on fait qui sont contextuelles. Ouais. Fait qu'à quoi ça sert, honnêtement? Moi, je dirais, est-ce que c'est un outil qu'on peut utiliser pour faciliter un mouvement? Why not? Il y a des études qui sont faites, par contre, où ils étudient c'est quoi l'activité électrique du muscle, puis que selon la façon que tu mets des élastiques, ça peut mieux cibler certains muscles. Puis mettons qu'on pense aux pathologies aux genoux, les syndromes fémoro-patellaires et compagnie, il y a de la bonne littérature qui dit que de travailler les muscles de la hanche, comme les fessiers, c'est une bonne idée pour aider ces patients-là. Ouais. Si si le fait de mettre un élastique permet aux patients de mieux travailler ses fessiers, why not? Mais est-ce que c'est nécessaire? Pas tout le temps. Ouais. Puis moi, j'en aurais eu une autre question aussi, parce que là, on a parlé un peu d'inflammation tantôt. Là, ça, je pense que c'est une affaire qui est encore très présente. Je le vois de plus en plus, là, le monde qui disent comme faut arrêter de mettre de la glace dès que tu as une blessure parce que ça diminue les symptômes d'inflammation. Là, comme, il se passe quoi avec la glace? Là? What's up with la glace? C'est ça. What's up with la glace puis le chaud? Là? Ouais, fait que... Icy hot. Là. En 2019-2020, je me rappelle plus quelle année, la Clinique du coureur, je sais pas si vous connaissez, ils ont publié un éditorial dans BJSM, qui est une revue scientifique très prestigieuse dans le monde de la physio, où ils ont parlé du Peace and Love, qui était comme le nouvel acronyme pour la prise en charge des blessures traumatiques aiguës au tissu mou. Tout ça est important. Okay. Donc, blessure traumatique, tu as un trauma. Aigu, ça vient d'arriver, au tissu mou. C'est quoi les tissus mous? Les muscles, les ligaments. Fait qu'on parle des entorses, on parle des claquages, on parle des étirements musculaires, des élongations. OK? Ça dicte un peu la prise en charge immédiate. Fait qu'un peu ce que j'ai dit tantôt, arrête de faire ce qui fait mal pendant 48 heures, continue de faire ce qui va bien, puis éventuellement, tu reprogresses. Mais là-dedans, ils ont parlé aussi de la glace puis des anti-inflammatoires. Puis la raison pour laquelle il faut en parler maintenant, c'est que c'est plus à jour de dire douleur aiguë égale on doit prendre des anti-inflammatoires. Okay? Il faut se poser plus de questions maintenant pour déterminer si c'est la bonne prise en charge ou non. Parce que dans le monde médical où on est, il y a de bonnes chances que si tu vas voir ton médecin puis que tu t'es barré le dos, tu ressortes avec des anti-inflammatoires puis des relaxants musculaires. Il faut juste se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Puis même plus que ça, est-ce que, on parle de avant tout ne pas nuire en médecine, est-ce que je pourrais nuire à mon patient en prescrivant des anti-inflammatoires? Puis la réponse scientifique, c'est que des fois, on pense que oui. Les anti-inflammatoires, à court terme, aident à diminuer la douleur, on le sait. Mais sur le long terme, la prise prolongée d'anti-inflammatoires, on le voit que ça fragilise les tissus. OK? Fait que peut-être qu'on est plus à risque d'avoir des blessures après, ou peut-être que nos tissus sont moins robustes qu'avant. Puis si tout ça, c'est fait juste pour avoir moins mal, mais il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire pour avoir moins mal. Puis honnêtement, là, les médicaments pour la douleur, c'est pas si efficace qu'on pense. Hein? Quand on regarde les études, tu sais, les opioïdes, là, morphine et compagnie, ça diminue en moyenne de genre 0.5 à 1 sur 10 la douleur. Quand on prend des grosses cohortes, on penserait que la morphine, c'est genre magique. Hein? Mais pour la douleur chronique, là, quand ils étudient les patients avec douleur chronique, ça n'a à peu près pas d'effet. Fait que c'est pour ça qu'on ne recommande plus les opioïdes en première ligne pour la prise en charge de blessures au dos, par exemple. Là, il y a des gens qui ont été buzzés sur la morphine qui vont être déçus. Ouais, je sais. Mais moi, la quantité de gens que j'ai vu, ils m'ont donné de la morphine, ça n'a rien fait. T'sais. C'est sûr. Mais donc, tout ça pour dire que la glace, les anti-inflammatoires, est-ce qu'on devrait en prendre? Dans un contexte de blessure aiguë traumatique, tu as de l'inflammation. Le but de l'inflammation, c'est quoi? C'est les petits soldats qui s'en vont réparer le problème. Exact. Ça, c'est t'es en train de me dire que tu veux couper l'herbe sous le pied de tes soldats qui s'en vont réparer le problème. Exact. Et ça, c'est une affaire que j'entends tout le temps. Oui, mais ça diminue l'inflammation. Excuse, ton inflammation, c'est un processus immunitaire nécessaire. Là. Utile et nécessaire en contexte de douleur aiguë. Après ça, si on parle d'inflammation systémique, puis le fameux low-grade systemic inflammation, ça, c'est un peu plus problématique. Mais là, on n'est pas dans la même affaire. Mais la raison pour laquelle les gens prennent des anti-inflammatoires puis de la glace en aigu, c'est simplement parce qu'ils veulent plus avoir mal. Mais si je te disais qu'avoir mal, c'est la bonne chose utile et nécessaire pour savoir quoi bien faire dans les 2 prochains jours. Mettons que ta douleur, c'est le signal qui te permet de bien gager puis de déterminer si tu es en train de te nuire ou non. Parce que si tu te blesses puis tu prends des anti-inflammatoires, ben, tu es supposé courir sur ta nouvelle entorse. Elle fait pas mal. Mais est-ce que tu es supposé courir dessus en ce moment? C'est vraiment optimal? Peut-être que pas. Mais c'est là où je veux en venir, c'est que c'est pas personne doit en prendre. Mais c'est pas tout le monde doit en prendre. Il faut vraiment juste se poser les questions. Ça devrait pas être le premier réflexe de tout le monde. Exact. Puis moi, ma règle d'or pour la médication en lien avec la douleur, c'est 2 choses. 1, es-tu capable de dormir?
Est-ce que ta douleur t'empêche de dormir malgré l'application de tous les bons conseils? Genre, tu fais la bonne gestion de ton stress mécanique et tu as fait mes exercices et tu appliques mes conseils. Malgré ça, tu dors pas bien. Moi, je considère que le fait de pas dormir a plus de négatifs que le négatif de prendre des anti-inflammatoires. Fait que là, je vais recommander à l'autre professionnel qui est dans le dossier, fait que pharmacien, médecin, peu importe, de recommander une médication. C'est pas ma job de recommander de la médication. Mais les gens, en général, ils vont aller en vente libre, tu sais, Advil, Tylenol et compagnie. L'autre élément, c'est... c'était quoi notre affaire? Ah oui! Ta douleur est tellement forte que tu es complètement non fonctionnel au quotidien, malgré l'application des bons conseils et tout ça. Fait que tu sais, si on a fait tout ce qu'on sait qu'il faut faire pour la blessure aiguë, puis malgré ça, on n'a pas un contrôle sur le feu, ben pour moi, là, la médication est un outil qui va plus aider que nuire. Parce que le sommeil est super important, puis il faut quand même que tu puisses fonctionner dans ta journée. Idéalement. Mais la majorité des gens, là, quand ils font les bonnes choses au bon moment, sont capables de gérer leur douleur. Fait que ça devient un peu une espèce de « on veut à tout prix éviter d'avoir mal ». Puis là, la douleur, c'est vu comme quelque chose de négatif dans la société. Avoir mal égale blessure. Avoir mal égale « c'est pas bon ». Avoir mal égale « je suis en danger ». Fait que si on reframe un peu ce discours-là, puis qu'on explique aux gens qu'avoir mal, c'est peut-être juste un signal d'alarme qui te dit quoi faire et quoi pas faire. C'est un mécanisme de protection plus qu'autre chose. Oui, puis en aigu, c'est un mécanisme qui est fiable. Quand ça fait une douleur chronique depuis 5 ans, c'est pas un mécanisme qui est fiable. Non. Là, il faut faire autre chose. Fait que c'est ça ma réponse sur la médication, sur les anti-inflammatoires puis la glace. Puis, tu sais, la glace, c'est que ça semble inhiber peut-être une partie du processus inflammatoire. Les études sont pas super robustes. Les études sont beaucoup meilleures sur les anti-inflammatoires que sur la glace. OK? Fait que c'est comme, on a une petite science fragile qui nous dit peut-être que la glace nuit. On a une science quand même pas pire qui nous dit que les anti-inflammatoires peuvent nuire à long terme. Donc, il faut se poser la question. Mais ça, je trouve ça intéressant comme message. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde qui écoute le podcast en ce moment devrait se rappeler. La douleur n'est pas automatiquement une mauvaise chose. Ça peut juste te dire qu'il y a un petit problème à quelque part puis il faut que tu l'adresses. Mais c'est pas automatiquement, t'es pas automatiquement handicapé ou... Exact. T'es pas nécessairement blessé. Non, c'est ça. Non, puis ça s'applique pour pas mal tout, en fait. Mettons, moi, le parallèle auquel ça me fait penser, c'est exemple... la digestion. Les gens qui ont des symptômes digestifs, exemple, tu as souvent des reflux gastriques, des brûlements d'estomac, puis qui vont, mettons, prendre du Pepto-Bismol ou des affaires pour faire taire ça. Tu es comme, oui, mais ton corps, quand il t'envoie des signaux, il y a une raison en arrière, comme peut-être qu'au lieu de prendre du Pepto-Bismol, tu devrais modifier quelque chose dans ton alimentation. Trouver la cause. Parce que clairement, ton corps est en train de te dire, hey, il y a quelque chose que j'aime pas. Puis toi, t'es comme, ferme ta gueule. T'es comme, mais non, écoute ton corps, peu importe c'est pourquoi. Généralement, même si le signal, il est pas super agréable, ton but, c'est pas de le faire taire, c'est au contraire, écoute-le, regarde qu'est-ce qui cause ce signal-là, puis va régler la cause du signal. Fais pas juste mettre un plaster dessus. Oui, exactement. Puis exactement comme tu viens de dire, puis comme on parle depuis tantôt, autant pour la digestion que pour la physio, des fois, le symptôme que tu vois n'est même pas physiologique, c'est un facteur psychologique qui vient causer ça. Fait que tu sais, comme on parle, mettons, t'as des reflux gastriques ou whatever, parce que, mettons, t'as mangé une pizza. C'est peut-être même pas la pizza ton problème. T'es stressé parce que c'est ça, tu l'as peut-être... T'avais un examen demain, tu l'as mangé sur le coin de la table parce que t'étais en 2 rendez-vous, puis fallait que tu y ailles rapidement, puis comme t'aurais mangé la même pointe de pizza, tranquille avec ton chum, ta blonde le soir, ça aurait super bien passé. Mais au même titre, pour les blessures, des fois, c'est comme comment tu vas l'apercevoir ou peut-être l'événement ou comme qui peut influencer comment tu vas le ressentir beaucoup plus que la blessure en tant que telle, s'il y en a une. La nuance à faire avec les anti-inflammatoires, c'est que, tu sais, à court terme, quand on n'en prend pas beaucoup, tu sais, moins de 2 semaines, il semble pas avoir tant que ça d'effets négatifs. Non, t'es pas à 2 Advil de te créer des problèmes. C'est ça, mais tu sais, il y en a qui prennent ça longtemps, qui prennent ça régulièrement. Puis c'est juste comme, faut quand même se poser la question, s'il y a une chance que d'en prendre peut fragiliser tes tissus, ben est-ce que peut-être on fait autre chose pour diminuer la douleur? C'est ça. Puis, tu sais, ça vaut la peine de faire vraiment un point marqué là-dessus sur la nuance entre une blessure et une douleur. Puis, tu sais, on est dans un monde ultra technologique avec toutes les imageries possibles. Puis, je vous garantis que la majorité des gens qui ont mal, il y a quelque chose si on passe un rayon X. On va trouver quelque chose. Si on passe des IRM, on va trouver des déchirures, on va trouver de l'arthrose, on va trouver de l'usure de ci, de ça. Puis, ça, là, c'est pas ça qui cause nos blessures. En fait, c'est pas ça qui cause nos douleurs. Parce que si c'était le cas, tout le monde aurait mal au dos. Parce qu'après 40-50 ans, c'est 80% des gens qui ont de l'arthrose du dos, qui ont de l'usure des disques. Ben, c'est pas 80% des gens qui ont mal au dos. Des douleurs, c'est ça. T'sais, l'arthrose dans le genou, là, à partir de 40-50 ans, c'est une exception de n'avoir aucun signe d'arthrose quasiment. Fait que, tu sais, faut vraiment aller au-delà de la structure. Puis,
quand les gens ont un résultat d'imagerie, non seulement ils vont s'auto-condamner, mais ils vont s'étiqueter. Ils vont dire, moi, j'ai de l'arthrose au genou. C'est ça qui cause ma douleur. C'est une croyance. Des fois, il faut que je modifie la croyance de mon patient pour qu'il puisse aller mieux. Fait que ça arrive qu'on doit faire jusque ça. Scientifiquement, c'est quoi de l'arthrose? Fait que scientifiquement, c'est quoi de l'arthrose? Techniquement, c'est comme de l'usure prématurée d'une articulation. Mais tu sais, à un degré ou à un âge certain, c'est normal d'avoir de l'usure. Okay? Tu l'as usé. Ouais, ben tu l'as usé, tu l'as utilisé, c'est comme les cheveux gris. T'sais. Ce serait ridicule de penser qu'on va rider de la peau, on va rider de la face, on va avoir des cheveux gris, mais à l'intérieur, tout va rester normal. Ouais, c'est ça. T'sais, on s'entend, c'est l'évolution progressive du corps. Fait que pour moi, l'arthrose, c'est l'usure progressive et à la limite normale d'une articulation à travers le temps. Il y a des gens qui vont en avoir prématuré, ils vont en avoir plus à cause de, ils ont eu un trauma. Fait qu'un trauma à une articulation t'augmente tes risques d'arthrose. Une chirurgie à une articulation t'augmente tes risques d'arthrose. Il y a certains autres facteurs de risque selon le niveau de sport que tu fais, si tu as fait de façon excessive. Mais au final, là, une fois que tu l'as, tu ne contrôles pas ça. Fait que pourquoi on n'agit pas sur les autres facteurs qui sont modifiables? Tu sais, l'arthrose, tu l'avais hier, tu vas l'avoir demain. Maintenant, on peut parler des choses qu'on va modifier. C'est ça. Puis là, on peut aller mieux. C'est pas une fatalité. T'es poigné avec ton arthrose, mais t'es pas obligé de laisser ton arthrose mener ta vie. Exact. Fait que l'arthrose, c'est pas ça qui fait mal. L'arthrose peut-être t'amène une vulnérabilité quelconque. Puis quand tu rentres dans cette vulnérabilité-là, c'est là que ça fait mal. Mais on va travailler à augmenter ton verre. Protection. Pour que la même quantité d'eau, ça déborde plus. Fait que ta zone de vulnérabilité va être beaucoup plus malléable. T'as une plus grande fenêtre d'opportunité. Ben, c'est ça qu'on fait. Mon père va être tellement content de ce podcast-là. Ouais, il y a de l'arthrose au genou. Sûrement. Il y a mal partout. Ben écoute, moi honnêtement, personnellement, moi ça a été un de mes épisodes préférés qu'on a fait depuis vraiment longtemps. Là, j'ai appris vraiment beaucoup. J'espère que vous autres, vous avez appris beaucoup aussi. C'était super enrichissant, c'était vraiment cool. Est-ce que tu aurais, mettons, un ou deux ou des derniers conseils sur lesquels tu voudrais peut-être laisser les gens? Ouais, c'est ça, un takeaway. Ouais, takeaway message. La première chose que je dis à tout le monde, c'est que peu importe, ça fait combien de temps que tu as mal? 1 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Peu importe c'est quoi ta blessure, peu importe ce qu'ils ont trouvé à l'imagerie, peu importe le nombre de physio, chiro, ostéo, masso, chirurgiens que tu as vu qui t'ont dit qu'il n'y a rien à faire, il y a quelque chose à faire. Trouve la bonne personne avec qui tu vas avoir un bon lien thérapeutique, qui va fixer des objectifs, des vrais objectifs, que tu vas avoir un plan de traitement clair, puis qui va répondre à tes attentes. Puis si tu peux t'améliorer. Honnêtement, là, des gens qui viennent dans mon bureau puis que je constate que je peux rien faire pour eux, ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire, peu importe qui t'a vu. Même si c'est pas comme régler totalement ton problème. Exact. Des fois, c'est pas réglé. On peut optimiser quelque chose, c'est clair. Bon, fait que ça, c'est un message clé. L'autre message clé, c'est d'essayer de délaisser à trouver absolument la structure qui fait mal précise. Parce que dans certains cas, c'est pertinent, mais dans la majorité des cas, on n'est pas capable de savoir exactement la structure qui fait mal, mais en évaluant le mouvement, la fonction, puis en posant les bonnes questions, on est capable de trouver c'est quoi qu'il faut faire pour plus avoir mal. Je dis souvent, on n'est poche pour savoir qu'est-ce qui a fait mal, qu'est-ce qui a causé la douleur, on est excellent pour savoir quoi faire quand la douleur est là. C'est très difficile d'expliquer pourquoi quelqu'un a mal. C'est comme d'expliquer pourquoi quelqu'un a mal au ventre. Ben, t'as-tu une heure pour énumérer tous les facteurs possibles? C'est ça. Fait que ça, ce serait peut-être les 2 messages clés. J'espère que ça te donne de l'espoir aux gens de dire, ben, peut-être que moi, je peux aller mieux aussi. Ah, définitivement. En tout cas, moi, oui. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, oui. Puis, on sait où te rejoindre pour peut-être aller apprendre un peu plus sur toi ou sur ton podcast. Si jamais les gens veulent aller chercher pour des services de physio, où est-ce qu'on te contacte? Ben moi, je travaille à la clinique Physioactif à Laval. Fait que Physioactif Laval, facilement trouvable avec mon nom. Puis sinon, je donne des fois des formations, des conférences. Fait qu'il y a des gens qui m'approchent pour avoir ce genre de service-là. Que ce soit prévention en milieu de travail. J'ai fait une formation cet automne pour les hygiénistes dentaires, justement. Sur comment adapter l'ergonomie en milieu de travail, prévention de blessures, comment optimiser tout ça. Fait que genre de choses que je fais aussi. Fait que si les gens veulent m'écrire, ben soit mon Gmail de Parle-moi de santé. Fait que j'ai un courriel parle-moi-de-santé@gmail.com. Fait que n'importe quoi, ça me fait plaisir de répondre à leurs questions. Super! Très cool! Hey, ben merci beaucoup d'être descendu pour le podcast aujourd'hui. Merci de l'invitation. C'était vraiment très sharp, j'ai vraiment aimé ça. Ben j'espère que vous avez aimé ça aussi. Si oui, likez, partagez, taguez-nous, puis spread the word. Je pense que ça a été...
Ça a été vraiment un bon cas pour les physios aujourd'hui. J'espère que vous avez appris, puis j'espère que ça vous a donné espoir si jamais vous avez mal à quelque part. Là. Fait que si... tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Espoir. Espoir, exactement. Mot de la fin, espoir. Yes. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, puis on se revoit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Salut tout le monde!